Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus toujours plus inédits à propos de l'argent, des partages personnels et également pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, je reçois Yael Schmitt, qui est banquier de métier, en charge depuis 4 ans de missions d'éducation pédagogique et financière au sein de l'association Finance et Pédagogie, qui est une association loi 1901 indépendante sous mécénat des caisses d'épargne. Dans le cadre de ses fonctions, Yael a une grande liberté d'action pour animer des ateliers financiers auprès de populations qui en ont besoin, des jeunes écoliers aux adultes en difficulté, en passant par les entrepreneurs, les jeunes accompagnés par les missions locales ou les personnes surendettées. Et en tant qu'ancien sportif de haut niveau, il a également initié des ateliers collectifs auprès de plusieurs fédérations sportives sur les sujets d'argent, de déclaration de revenus et aussi de gestion financière. Il a donc une expérience de terrain très riche que j'ai voulu découvrir et vous faire partager dans cet épisode. L'approche pédagogique par atelier est-elle suffisante pour avoir un réel impact dans la vie des gens ? La pauvreté est-elle une question de mauvaise gestion ou les solutions sont-elles à chercher ailleurs ? Quelle marge de manœuvre a-t-il pour aider ceux qui ont le moins de ressources ? Quel est le rôle de l'État et de l'individu pour mettre en œuvre ces différentes solutions ? Comment expliquer que 50% des athlètes de haut niveau soient ruinés 5 ans après leur fin de carrière ? À quelles problématiques spécifiques sont confrontés les sportifs dont le grand public n'a pas toujours conscience ? Voilà une partie des questions que j'ai posées à Yael, et pour ne pas trop vous en dévoiler, je vous laisse donc sans plus attendre en notre compagnie. Bonjour Yael. Bonjour Delphine. C'est une auditrice qui m'a amenée à toi. C'est une auditrice qui m'a dit, j'ai vu Yael Schmitt en conférence. Il a parlé d'un certain nombre de sujets sur l'argent. Il a expliqué qu'il accompagnait des sportifs de haut niveau. Je suis sûre que tu devrais le rencontrer ou lui parler tout du moins. Et donc, c'est ça qui m'a amenée à te contacter. Et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. C'est un plaisir aussi pour moi d'être invité et nous allons échanger sans souci. Yael, tu n'es pas connue du grand public, alors je vais te proposer l'exercice tout à fait classique de te présenter pour que les auditeurs puissent savoir un petit peu qui tu es et pourquoi j'ai décidé de te recevoir ici. Merci. En 2 mots pour aller court, j'ai un parcours purement bancaire en termes professionnels et une formation économique et financière. Je travaille actuellement pour une association sous mécénat des caisses d'épargne qui s'appelle Finance et Pédagogie. Le rôle de cette association initiale, puisqu'elle est assez ancienne, elle date de 1957, est d'accompagner les personnes fragiles, en fragilité financière. Donc on a une expertise d'accompagnement sur le terrain de personnes en extrême précarité ou difficulté. Et pour faire le lien avec le sujet du jour, ayant été moi-même ancien athlète de haut niveau, j'ai pensé qu'il n'était pas inintéressant d'accompagner les sportifs de haut niveau qui ont des difficultés financières. Et je pense que nous allons évoquer le sujet car Dieu sait s'il y en a. Exactement, j'ai fait mes petites recherches. On parlera de tout ce qui est sportif de haut niveau, je pense, dans un second temps. Moi, j'ai envie de m'intéresser à finance et pédagogie. C'est une entité que je connaissais. J'avais déjà croisé dans toutes mes recherches depuis le temps que je travaille sur ce sujet. Donc, c'est une entreprise ce n'est pas une entreprise, lapsus. C'est une association dont je connaissais l'activité, pas nécessairement la structure. Donc, quand on s'était parlé, tu avais clarifié effectivement que, d'ailleurs, c'est une association sous mécénat de caisse d'épargne. Il y a aussi d'autres banques qui sont mécènes de l'association, il Non, me nous semble. sommes uniquement sous mécénat des caisses d'épargne dans un dispositif de RSE. Ouais. Je dirais la particularité de cette association, c'est lorsque nous intervenons sous un format de marque blanche, c'est-à-dire que Mmh. nous faisons pas de commerce. Nous intervenons dans différents dispositifs qui sont soit des conventions partenariales avec un accompagnement des caisses d'épargne financièrement,
Donc lorsque j'interviens sur des structures d'insertion professionnelle auprès des plus fragiles ou, exemple, des missions locales pour les plus jeunes, Mmh. le coût supporté par les structures est très très faible puisque la caisse d'épargne paye la différence. Par contre, nous avons aussi la particularité d'être centre de formation, puisque nous sommes certifiés Calliope maintenant depuis un peu plus d'un an. Nous intervenons sur de la formation professionnelle, sur les métiers de la banque. Pour ma OK. partie, j'ai une spécialité, essentiellement, sur la fiscalité auprès des particuliers et des professionnels et l'accompagnement des dispositifs de retraite, et je crois qu'actuellement, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe. Donc j'ai beaucoup de travail de remise à jour. Que je n'ai pas du tout prévu d'évoquer aujourd'hui, Yael, mais effectivement, c'est un sujet, éminemment, d'actualité. Quels sont les, qu'est-ce que fait concrètement l'association auprès des publics les plus fragiles? Donc tu parles de mission locale, donc il y a des acteurs territoriaux ou pas, mais qui ont envie de vous faire intervenir. Qui sont les publics majoritairement auprès desquels vous intervenez? Quelles sont les problématiques qui sont les leurs? Et sous quelle modalité vous essayez d'avoir un impact auprès de ces populations? Alors si tu veux, tu as, initialement, le gouvernement qui a un rôle, d'éducation financière auprès des concitoyens, en termes d'accompagnement, et surtout en termes aussi curatifs. Je pense aux commissions de surendettement, par l'intermédiaire de la Banque de France. Mmh. Donc l'idée, si tu veux, c'est d'anticiper les situations de précarité financière, et tu as un certain nombre d'acteurs, je pense au point conseil budget, qui sont disséminés sur le territoire, qui accompagnent les plus fragiles, et Finance et Pédagogie s'intègre parfaitement dans ce dispositif, puisque nous formons aussi les professionnels de terrain qui Mmh. accompagnent les personnes en extrême précarité. Concrètement, notre accompagnement auprès du grand public se traduit au travers d'ateliers de gestion budgétaire et d'éducation Ouais, financière, mais ouais. aussi de relations à la banque. Puisque tu sais comme moi que la relation à la banque peut être assez complexe. Nous faisons face à des établissements bancaires qui, pour vivre de par la diminution des taux passés, là il y a quand même une remontée, on va dire, ont augmenté assez fortement leur tarification. Et il n'est pas simple pour des personnes en extrême difficulté ou précarité de connaître aussi les différentes offres de protection qui s'offrent à eux. Je Mmh. pense essentiellement à l'offre clientèle fragile pour les personnes qui sont en extrême difficulté. Donc notre rôle sur le terrain, c'est de décrypter, d'accompagner et surtout, on va dire, d'éviter une marginalisation de personnes qui pourraient se trouver en situation précaire et difficile. Du coup, vous êtes, l'idéal pour toi, en fait, c'est quand même d'intervenir auprès d'une population qui n pour laquelle il y a encore un peu d'espoir, donc qui n'est pas déjà en situation de surendettement où le dossier serait à la Banque de France, ou qui n'est pas déjà enfin, tu vas me dire: «Non, vous travaillez déjà avec des publics précaires». Elle est où la limite, en fait? Parce Alors, que tu sais, moi, dans mon approche, qui est pas du tout une approche ciblée sur les publics précaires, mais je me suis toujours dit: il y a vraiment un moment à partir duquel il y a tellement plus de marge de manœuvre pour ces gens-là qu'effectivement, bah, il n'y a plus tellement le choix que de faire appel à la solidarité, au bon plan, aux associations, y compris aux banques alimentaires, etc. Et la seule solution serait de retrouver un peu plus de ressources. Et donc là, c'est tout le travail plus sur l'insertion dans l'emploi, etc. Comment on peut essayer de retrouver au moins un niveau de SMIC et plus. Mais voilà, à un moment donné, la question de travailler son budget, elle est toujours limitée, quoi, si par tu, la faiblesse des ressources. Si tu veux, notre accompagnement se situe aussi à différents niveaux de vie. Lorsqu'on intervient sur les plus jeunes, alors on fait aussi des interventions dans le milieu scolaire. Mmh. Je pense à une action qui s'appelle Un banquier dans ma classe, qui se fait chaque année, où on travaille en partenariat avec l'éducation nationale auprès des plus jeunes, où là on va aborder les prémices d'une gestion de budget très basique. Si on monte un petit peu dans les âges, le travail conjoint avec la Banque de France auprès du service national universel, c'est un point où on intervient chaque année auprès des jeunes volontaires qui vont faire leur service national. Mmh. Donc là, on a aussi une notion on va dire, d'accompagnement sur décrypter un petit peu ce qu'est une banque et comment ça se passe l'ouverture d'un compte et comment on doit gérer son budget. Si on continue à monter un petit peu en âge, on va arriver sur les missions locales. Donc on va être confronté à des jeunes de 17-25 ans qui peuvent être
soit en fracture du système social, Mmh. soit en difficulté au niveau universitaire. Et la période que nous avons traversée avec le confinement, on a eu Oui. aussi des jeunes diplômés qui n'avaient pas de travail complémentaire, donc qui se retrouvaient Mmh. avec des accompagnements sur des missions locales. Et dans le cadre du dispositif des missions locales, Finance et Pédagogie anime des ateliers budgétaires et de relations à la banque. Donc là, on monte un petit peu le curseur en termes d'explication, puisqu'on a aussi des jeunes qui ont des formations et qui sont diplômés. Et donc là, on va dire, on est plutôt sur un aspect curatif, d'anticipation, de gestion budgétaire, de gestion des coûts, de gestion des dépenses. On n'arrête pas de parler d'inflation dans le contexte économique actuel, donc il faut décrypter les leviers qui s'offrent à nous au niveau des postes charges. Je pense à comprendre ce qu'est un bouclier tarifaire, hein. C'est toute une période qu'on a vue et qui n'était pas simple en termes de compréhension. Et un dernier pan d'activité sur le social qui là va être véritablement du curatif, où nous intervenons sur des centres d'insertion par le travail avec des personnes un petit peu abîmées par la vie. Donc des Oui. personnes qui sont quelquefois en situation de commission de surendettement, des personnes qui ont été sans domicile fixe, donc Mmh. en extrême précarité. Donc si tu veux, on n'a pas de limite d'accompagnement en termes de typologie d'acteurs qui vont se trouver en face de nous. L'idée, c'est véritablement d'être disponible aussi bien auprès des plus précaires que, entre guillemets, des mieux lotis au niveau financier, puisque je te le redis, on a aussi des formations purement professionnelles où on va aussi bien accompagner des enseignants sur leurs premiers achats immobiliers, sur de la défiscalisation, sur de l'investissement. Donc voilà, et l'intérêt de ce job, c'est véritablement de naviguer dans ces différentes strates de la population pour être vraiment aux prises de la réalité et pas être complètement déconnecté du monde qui nous entoure. Toi, ça fait combien de temps que tu es parti de l'entité bancaire Caisse d'épargne pour arriver dans cette entité, qui est que somme toute, très indépendante, et comme tu disais qui est pas là pour faire du placement produit? Hem, Ça fait combien de temps que tu as fait cette bascule? Donc, donc là, ça fait 4 ans que je suis sur Mmh. Finance et Pédagogie et auparavant, j'ai fait pratiquement 28 ans de banque sur différents métiers de conseil, de management, d'accompagnement sur les entreprises et d'analyse du risque. Donc, en basculant complètement de l'autre côté, et c'est un métier qui est très très riche, très intéressant. Il n'y a pas de limite dans nos interventions puisque nous vivons avec notre temps. Je pense lorsqu'on a passé la période de confinement, on a continué à animer énormément, mais à distance, par l'intermédiaire de la visio, mais avec la difficulté d'avoir aussi des publics qui pouvaient être en fracture numérique. Donc il a fallu réfléchir à Oui. comment on pouvait accompagner des personnes qui étaient déjà en précarité pour les regrouper sur des sites en respectant, on va dire, les distances imposées par le gouvernement à cette époque de confinement Mmh. et Covid, pour continuer à essayer d'être actif dans notre métier et laisser un minimum de personnes sur le bord de la route. Est-ce que quand on fait ton métier, il y a pas, un constat donc qui démarre dès le tu dis que vous commencez dès l'école? Moi, il y a un truc dans ce que tu me dis qui me chatouille là. Je me dis: «Mais comment on peut arriver à avoir des résultats, solides, pérennes dans le temps, sous la forme d'ateliers ponctuels?» Tu dis que c'est la mission de l'État de faire l'éducation, financière et budgétaire, on va dire, de gestion de ses finances personnelles. Et pourtant, tous les acteurs de ce milieu, tous, les banques, que ce soit les institutionnels, des gens comme moi, et cetera, les gens qui vont bosser à la Banque de France, qui vont s'occuper des dossiers de surendettement, je pense qu'il y a quand même un consensus sur le fait que c'est un savoir qui devrait être enseigné dès les plus jeunes âges, mais pas sous forme d'atelier, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression que voilà, c'est le petit truc sympa, les enfants sont contents, et puis en réalité, ça peut pas contrebalancer toute l'éducation financière qu'ils vont recevoir pendant 15, 18 ans et plus, qui lui est dispensé par la famille quand il est dispensé. L'absence d'éducation dispensée par la famille est aussi une forme d'éducation d'ailleurs. Si tu veux, c'est un sujet qui est très très compliqué. On peut, on peut essayer
je dirais, de réinventer l'histoire. La relation à l'argent est déjà très particulier. Mmh. Les gens ne sont pas forcément tous les mêmes dans le rapport à l'argent, dans le rapport à l'envie, dans le rapport aux besoins. Dans un monde idéal, effectivement, il devrait y avoir des cours d'éducation financière pour les plus jeunes, mais en même temps, on constate sur le terrain que c'est pas ce qui va régler forcément des problématiques, puisqu'on va toucher aussi à la construction, euh, on va dire, profonde de l'humain, Mmh. et il y a certaines choses qui sont intégrées à nous dans la relation à l'argent qu'il est très très compliqué de changer. N'oublions pas que nous sommes aussi des latins, nous avons aussi une culture un petit peu différente que certains pays, je pense, puisqu'on a eu la chance dans mon métier à avoir des échanges avec nos amis de Belgique et de Hollande lorsque nous sommes montés à Bruxelles sur cette thématique d'accompagnement et d'éducation financière. Et on se rend compte que sur les pays nordiques ou scandinaves, il y a une relation un petit peu différente à l'argent. Donc il y a aussi un aspect culturel qu'il ne faut pas mettre de côté. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est un métier d'humilité. Comme tous les acteurs sociaux, on ne peut pas imaginer changer la face du monde uniquement au travers d'un ou quelques ateliers. Simplement, je pense qu'au-delà du contenu, il y a aussi un point qui est très très important, c'est la considération. Lorsque tu as des personnes qui sont précaires, qui Mmh. sont en dehors du système, je dirais lorsqu'il y a un ancien banquier qui intervient et qui les salue, soit en leur serrant la main, même si le contexte est difficile pour se serrer la main, ça a déjà du sens, on va dire, dans la considération de l'individu, et quelquefois, ça permet de libérer la parole. Et lorsqu'on libère la parole, on commence à toucher à l'intime, et lorsqu'on touche à l'intime, on commence à comprendre certaines problématiques liées à l'individu. Mais pour arriver à ce cheminement, ça nécessite, en qualité, hormis les connaissances financières, ça nécessite énormément de bienveillance et de capacité à s'adapter en termes euh, verbal à la population que tu as en face. Et Tu dis ça, quelque c'est chose peut-être la de plus difficulté. Ouais, tu dis quelque chose de très vrai et en même temps c'est contradictoire, c'est-à-dire que tu dis, ces gens-là sont en difficulté, s'ils sont en difficulté, c'est pas parce qu'ils savent pas faire un budget. C'est pas clé dans leur construction, c'est autre chose qui a joué et en même temps, ce que vous faites, c'est des ateliers, budgétaires et de pédagogie, financière. Est-ce que finalement, c'est pas aussi, entre guillemets, comme tu dis, un c'est le mot est pas très bien choisi, mais comme un prétexte ou une façade, ou en tout cas c'est un libellé d'atelier qui en fait cache surtout beaucoup d'écoute, de paroles, d'échanges. C'est un lieu où les gens vont venir échanger sur un sujet sur lequel probablement ils n'échangent jamais et recréer un lien de confiance en eux, de confiance dans le système, plus finalement que les 3, 4, 5 éléments de savoir théorique que tu vas leur transmettre et qui pourraient les aider à faire un calcul de taux ou je ne sais quoi aux caisses. Si tu veux, ça va dépendre de l'appétence et de la compréhension du public que tu as en face. La particularité de ce métier, hormis lorsque tu interviens en formation professionnelle où tu sais le public que tu as en face, les diplômes Mm. qu'ils ont et le sujet que tu vas traiter, lorsque tu interviens sur les plus fragiles, tu as des gens de différents horizons. Tu peux avoir un ancien chef d'entreprise qui a eu un parcours professionnel très, très riche, mais suite à un divorce qui a sombré. Mm. Et tu as quelqu'un d'abîmé par la vie, mais avec une compréhension assez forte. Mais à côté de lui, une personne illettrée, qui lui n'a pas capacité à comprendre. Donc la difficulté, ça va être de s'adapter. Et ton niveau de curseur, on va dire, dans l'animation que tu proposes, tu vas le monter jusqu'au moment où les personnes euh, ne peuvent pas suivre, ou au contraire, tu vas le redescendre pour raccrocher celles qui ont des difficultés à comprendre. Simplement concrètement sur la composante, ça va déjà être de reprendre les principes fondamentaux de ce qu'est un budget, avec une notion de revenu, de charge, d'épargne de précaution sur ces notions d'équilibre, de remettre des notions essentielles dans le rôle des banques, par l'intermédiaire aussi qu'on peut faire confiance en notre système bancaire en France, par des notions de fonds de garantie des dépôts. La plupart du temps, les gens ne le
pensent pas forcément, et on est encore face à des publics qui vont mettre de l'argent Sous liquide leur chez matelas. eux Oui. sous le matelas. Donc on va essayer de lever un petit peu ces notions. On va expliquer aussi qu'il y a des livrets accessibles, je pense aux livrets d'épargne populaire pour les plus fragiles, qui n'ont pas de frais supportés par les banques, parce que souvent ce public pense que les banques vont tarifer ce type de livret. Tu vois, on va essayer de lever des choses et d'aller sur des choses essentielles. Je reparle de l'offre OCF, offre clientèle fragile. Mm. Sur la zone où je suis, puisque je suis basé dans la Loire, la caisse d'épargne offre cette offre à 1 € avec, je dirais, l'ensemble des services qui permettent à une personne de fonctionner. Et c'est très très peu connu. Donc notre rôle, c'est d'essayer de faciliter aussi avec les associations qui font un travail très très important sur le terrain, puisque lorsque j'anime, j'essaye au grand maximum dans leurs possibilités qu'il y ait un professionnel présent pour relayer cette information, et surtout lorsque des situations de précarité arrivent, je pense à quelquefois des demandes d'avance sur salaire, le professionnel puisse savoir les moyens à disposition qui existent au-delà de la simple avance qui pourrait continuer à amener une situation difficile et alimenter une situation difficile. Oui, mais c'est intéressant, par exemple, l'avance sur salaire. C'est intéressant que tu en fasses mention parce que c'est un droit. C'est un droit que les entreprises aiment pas trop utiliser. On comprend pourquoi, parce que ça déstabilise leur système de paye, ça nécessite qu'elles avancent la trésorerie à leurs salariés. Hem Et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas un système qui est pérennisable, par la personne qui en bénéficie. Mais c'est une bouée, qui des fois peut aider, les gens à faire face à des situations un petit peu plus, délicate et qui, j'ai l'impression, est non seulement méconnue et très peu utilisée. Si tu veux, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on revient un petit peu au siècle dernier, le travailleur était payé à la semaine. Mm. Il rentrait avec l'argent liquide qui donnait, alors sans que ce soit péjoratif et sexiste de ma part, à son épouse, si c'est elle qui tenait Je les vais te dire cordons de que la toi, à bourse. Bobonne, Voilà. qui Euh, tenait- et elle gérait cette somme d'argent à la Mm. semaine. Mais on Ouais, était dans tout un à fait. système qui n'était pas aussi rapide que celui que nous vivons actuellement. Donc la notion d'avance sur salaire ou du paiement à la semaine me choque pas, pour voyager aussi de mon côté, beaucoup de pays le pratiquent. Par contre, lorsque tu es sur des situations budgétaires complètement dégradées, euh, la personne ne vit plus avec un salaire complet, mais vit toujours en retard Mm. d'un salaire qui a été versé. Donc on se retrouve dans des situations qui accélèrent, on va dire, une personne qui ne sait pas gérer dans des situations d'extrême précarité, de difficultés financières. Mais c'est intéressant, c'est des systèmes qui, lorsqu'ils sont gérés correctement, ont du sens. Je partage. Mais du coup, je reviens à ma question, la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est où est la part de la faiblesse des ressources et la part de la mauvaise gestion? Parce que à Si, la si, fois, il y a une croyance populaire qui voudrait que le pauvre est pauvre parce qu'il sait pas gérer son argent. Et en même temps, moi, j'ai eu maintes fois l'occasion de me rendre compte, bah, le pauvre est pauvre parce qu'il a un problème parce qu'il est pauvre, parce qu'il a pas assez d'argent tout simplement. Et donc parler de budget à quelqu'un, qui a pas 10 € à mettre de côté, à épargner pour se créer une épargne de précaution, j'imagine le discours, elle doit être, enfin, tu dois avoir cette situation en atelier, les gens doivent te dire: «Mais monsieur, vous me parlez d'une situation là, mais c'est la science-fiction pour moi. C'est-à-dire je vais au Resto du Cœur, je me fais aider, mon ex-compagnon ne paye pas la pension alimentaire», bon, même s'il y a des changements législatifs qui sont les bienvenus et qui sont en train d'arriver. Hem et tu réponds quoi? si tu veux, déjà Delphine, faut voir une chose, c'est qu'on a aussi une particularité. On est sur un territoire où dans le poste budgétaire, le loyer euh, est très variable selon les régions. Mmh. Lorsque j'interviens dans la Loire, qui est la région la moins, on va dire la moins chère de France en termes immobiliers, c'est pas la même chose que lorsque tu interviens sur Paris, Mmh. Lyon, Bordeaux, ou même sur ma zone lorsque j'interviens sur Valence, puisque ça fait partie de mon secteur. Donc tu es déjà obligé de tenir compte de cette particularité déjà en termes de logement. Mmh. Après, l'aspect Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui vivrait en région parisienne, tu lui dirais: «Avez-vous envisagé de changer de région?»
pour Le- réduire votre poste budgétaire? Tu arrives à avoir ce discours-là? Parce que c'est pas simple. Moi, je l'ai parce que je suis derrière mon podcast, je suis derrière mon micro, c'est facile. Et je veux dire, à un moment donné, quand tu arrives dans une situation précaire, on est obligé de faire des choix qui sont drastiques. Et des fois, on se demande pourquoi des familles en difficulté restent là où elles sont. On le sait, c'est parce que l'ancrage familial en général est un facteur qui est bien plus important, parce que c'est une aide et c'est une aide gratuite aussi pour la garde des enfants, etc. Et ça vient contrebalancer le fait que les loyers sont démentiels au regard des ressources. Mais tu arrives à avoir ce... faut être courageux pour avoir ce discours quand même. Si tu veux, lorsque tu es sur des personnes qui sont déjà dans des situations d'extrême précarité, tu ne peux pas l'avoir. T'es dans du curatif, tu es dans de l'accompagnement immédiat. Tu parlais des restos du cœur, tu es vraiment dans de l'accompagnement d'urgence. Donc là, tu ne peux pas avoir ce discours. Par contre, lorsque tu es, je pense beaucoup aux missions locales, il y a un atelier que je fais avec eux aussi, que j'ai dénommé Le jeune et l'entreprise, pour décrypter un petit peu ce qu'est une entreprise, la posture, la démarche, la candidature. Et lorsque j'aborde cet atelier, je pose toujours une question, mais encore une fois avec bienveillance et un petit peu sur un ton d'humour, c'est dans la salle, qui est-ce qui est mobile? Alors, il y a toujours un étonnement, ils pensent être mobiles sur, 500 mètres, 1 kilomètre. Je dis: «Non, demain je te propose un job à 100 kilomètres de chez toi, parce que il sera payé au SMIC, mais par contre le loyer sera, à peu près 30 moins cher que où tu vis actuellement. Est-ce que tu es mobile?» En fait, tu te rends compte que culturellement, en France, on n'a pas cette culture. Mm. Les anglo-saxons, et je pense beaucoup aux États-Unis, où j'ai la chance d'y aller assez fréquemment, les gens bougent en fonction du job. S'il n'y a Ouais. plus de job dans leur ville, ils n'hésitent pas à se déplacer. Nous, on Mm. a un peu plus de mal avec cette culture, Ouais. et on sait très bien que dans un budget, euh, si tu bénéficies du SMIC, hein, je prends des clichés un petit peu, le seul levier d'ajustement que tu auras, ça sera sur ton poste de charge, à te Mm. déplacer sur une ville ou une région où le coût de la vie est moins cher. Et en France, on a encore quelques leviers qui sont intéressants sur des régions ou des villes qui amènent la qualité de vie, c'est-à-dire les infrastructures, les logements au niveau des coûts et le coût de la vie moins cher que sur des grosses agglomérations. Il y a d'ailleurs un classement qui est fait chaque année, les villes où il fait bon vivre, qui reprend ces différentes caractéristiques. Mm. Donc notre rôle, c'est aussi de donner cette information, de changer des comportements, c'est très compliqué. Mais par contre, c'est important pour nous de savoir qu'il y a ce type de levier, puisque lorsque tu as des personnes qui cherchent du boulot ou qui ont des grosses difficultés, le seul levier d'ajustement, ça sera sur le poste charge. Et Ouais. d'ailleurs, dans les dossiers de surendettement, j'ai la chance de faire partie des comités d'inclusion financière de la Banque de France de ma zone, où j'y vais à peu près tous les 2 mois ou 3 mois, ça dépend du calendrier. On voit systématiquement que le levier d'ajustement est systématiquement fait sur les charges. Et je suis dans une zone, hein, moi je suis dans le nord de la France, entre Dunkerque et Calais. Il y a beaucoup il y a beaucoup de dispositifs de gratuité des transports en commun, par exemple. J'avais des amis qui avaient fait un petit passage vers la région niortaise aussi, où c'était pareil. Et en fait, mais ça, effectivement, quand tu habites à Saint-Étienne, il n'y a aucune raison que tu saches qu'à Niort, les loyers, le prix du foncier, les loyers et un certain nombre de gratuités qui s'accompagnent avec sont mis à disposition. Je crois même que la ville prêtait un vélo aussi. Enfin, il y a des territoires qui cherchent à redynamiser aussi euh, leur, euh, leur environnement et qui ont ce genre de choses, effectivement, si tu le sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'était jeune. Euh, Pourquoi? Est-ce que tu creuses? Est-ce que ils te disent quoi? Bah non, Monsieur Schmitt, on va quand même pas. Trois petits points. Qu'est-ce qu'ils te disent? Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi leur frein, le plus grand frein? Le plus grand frein, je pense que de ce que je vois sur le terrain, c'est véritablement, comme je te le disais tout à l'heure, culturellement, en France, on n'est pas habitué à c'est un peu violent peut-être ce que je vais dire, je vais mesurer vraiment mes propos, mais on est dans un beau pays. On est dans un beau pays avec un accompagnement social qui est très très présent, avec un Mmh. État qui joue son rôle d'amortisseur social Ouais. dans les crises, on l'a vécu, et le fait
qui est ce rôle d'amortisseur social relayé par des associations qui travaillent vraiment très très bien sur le terrain et sont très présentes. Euh, L'individu au sens large, sans que je fasse de clichés, a un peu plus de mal à se prendre en charge euh, que ce qui se passe dans d'autres pays. Ok. Donc si tu veux, pour un jeune qui a, ses repères, dans sa région, d'aller à l'aventure et de relancer, un parcours en dehors est très compliqué s'il n'y a pas un accompagnement ou des passerelles. Ouais. Donc Je, peut-être que dans je... notre pays, le levier peut se faire avec des passerelles qui se font au travers de structures associatives d'une région vers une autre, parce que il y a du boulot un peu plus sur telle région et que l'environnement s'y prête mieux. Je pense que si tu veux, le plan du gouvernement qui s'appelle France Travail, c'est un gros projet qu'ils sont en train de mettre en place, qui dans le meilleur des mondes voudrait avoir une lecture plus claire des offres d'emploi et des régions où le marché du travail se situe, va dans ce sens. Est-ce qu'ils arriveront à le mettre en place avec beaucoup de souplesse? Je ne sais pas. Mais l'idée, ça serait d'avoir une lecture complète de la cartographie du territoire et de proposer aux personnes aussi de se déplacer pour avoir une qualité de vie un petit peu meilleure lorsque ça le nécessite. Hmm. Mais tu touches aussi à l'humain, à l'ancrage familial et à l'environnement dans lequel la personne évolue. N'oublions pas aussi que là, j'évoque que des problématiques d'argent, mais tu peux avoir aussi sur les populations que j'accompagne des problématiques d'addiction, des problématiques liées à l'alcool, des problématiques liées à la drogue, des problématiques. Tu évoquais aussi tout à l'heure les pensions alimentaires. Je travaille Oui, avec c'est ce une que j'allais dire, oui. voilà, je travaille avec une structure associative sur ma zone qui s'appelle le Crépi, qui accompagne aussi les femmes victimes de violences conjugales. Donc ça fait partie aussi du public sur lesquels j'interviens pour la bonne et Mais, simple raison. mais même sans violence, tu vois, un jeune couple ou même moins jeune qui serait séparé, effectivement, la question de la mobilité se pose différemment parce que il y a, si on veut maintenir une garde, si on veut maintenir un lieu de scolarité unique pour l'enfant, effectivement, bah, c'est difficile que l'un ou l'autre, le père ou la mère, se retrouve à aller travailler à 100, à 100 km ou alors ça se fait. En fait, on compense l'éloignement par la voiture et auquel cas, on est dans une autre catastrophe, c'est-à-dire que le surplus qu'on va gagner au travail, on le perd finalement dans les déplacements s'ils ne sont pas pris en charge. Tu Mais as raison, j'évoquais les femmes victimes de violences conjugales parce que tu as une population de personnes qui vont se retrouver dans le rapport à l'argent complètement perdu hmm, puisque c'était souvent le conjoint qui tenait fortement les cordons de la bourse ou fortement la relation à la banque. ouais. Donc tu accompagnes des gens qui ont été complètement mis en dehors du système. Donc tu as encore un accompagnement et une démarche pédagogique différente pour approcher ce sujet. Il y a un terme aussi là-dessus, c'est considéré comme une violence conjugale enfin, il y a un terme, je l'ai plus en tête, mais effectivement d'exclure son partenaire de sa propre autonomie financière en confisquant son salaire, en confisquant ses accès à la banque, etc. Et effectivement, ouais, dans certaines situations malheureusement dramatiques de couple, quand il y a des violences psychologiques et ou physiques, ça s'accompagne, je ne sais pas dans quelle proportion parce que c'est pas mon expertise, mais ça s'accompagne effectivement souvent, je ne sais pas, ou quasiment systématiquement, je ne sais pas non plus, mais en tout cas effectivement d'une forme de mainmise sur les finances du couple par l'un ou l'autre des personnes dans le couple. Oui, tu es sur des pratiques qui sont souvent des pratiques sectaires que tu retrouves sur certaines sectes ou certaines personnes influentes qui coupent la personne, comme tu le disais, de son autonomie, de son propre raisonnement et de Mm. créer une forme de dépendance. Ouais. C'est aussi des sujets que tu retrouves sur le terrain. C'est pour ça que dans ce métier, lorsque tu es sur l'accompagnement des plus fragiles, tu es toujours un petit peu à naviguer pour comprendre euh, dans quel contexte la personne se trouve. Et ça nécessite d'avoir beaucoup d'agilité, de bienveillance et surtout de faire très très attention à ce vers quoi tu vas, parce que tu vas toucher aussi sur des principes de construction intellectuelle qui sont quelquefois complexes et qui touchent à l'intime. Donc tu peux mettre le doigt sur des choses assez graves. Donc
Ça nécessite de faire attention aussi, Mmh. mais c'est ce qui est très, très, très intéressant dans ce métier. Mais on le sent dans ta façon de t'exprimer, de dire merci de le faire avec autant de mesure et de bienveillance pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, hem, si je veux moi je l'aurais traduit de manière beaucoup plus cash, tu vois? Mais effectivement, ce que je comprends, c'est que, ce que tu expliques, c'est que là, on peut pas se cacher culturellement. Nous sommes dans un pays de tradition, de d'aide, de solidarité. On va pas se mentir et ça ne s'est pas arrangé ces 2 dernières années. On a l'habitude de recevoir de l'argent. On a l'habitude d'être aidé, on a l'habitude d'être aidé. Est-ce que c'est bien ou pas bien? En tout cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients à ça. Et comme tu dis, quand plus on est aidé et moins on est enclin à trouver les ressources pour pouvoir se sortir de situations qui sont plus compliquées. Mais tu Euh, sais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand on entend aux infos le budget de l'État, on l'entend pratiquement toutes les semaines, tout le temps. on est dans la même problématique. C'est-à-dire Oui. à un moment, où est-ce que tu affectes les ressources et où est-ce que tu diminues des ressources et que tu essayes de contenir tes charges. Ils sont exactement dans la même problématique que la nôtre et que les plus fragiles. On est toujours avec cette notion de dire si j'affecte cette ressource, est-ce que ça va être un levier ou au contraire, il ne va y avoir aucun effet, ça va partir en fumée. C'est ce qui est intéressant dans cette notion de budget, euh, d'être gestionnaire, c'est quelque chose de difficile, véritablement de difficile. Et de ce que je vois sur le terrain, c'est pas forcément lié à l'instruction, c'est pas forcément lié à l'éducatif. Il y a une part d'inné, il y a une part euh, qui est presque incalculable de pourquoi une personne avec le même niveau d'instruction, le même niveau d'études est dépensière, pourquoi une personne est pas du tout dépensière et pourquoi une personne est gestionnaire entre les deux. C'est-à-dire qu'il va investir avec un retour sur investissement intéressant. C'est très très compliqué de voir ça et pour avoir passé énormément de temps dans le milieu bancaire et je suis encore hébergé dans une banque, c'est la particularité de mon métier, je suis au cœur d'une banque où se situe mon bureau. On voit des banquiers qui sont absolument pas des gestionnaires et pourtant qui ont une Oh très oui. bonne expertise terrain. Oui, oui, les banquiers sont pas non plus les mieux chaussés, les mieux armés. De manière générale, les professions des chiffres, on va retrouver ça chez les contrôleurs de gestion, les gens qui font de l'analyse financière aussi, qui font des audits financiers. J'en ai beaucoup parmi les gens qui me suivent, qui m'écrivent, voire qui deviennent mes clients en disant bah, c'est fou le temps que je passe à compter les sous des autres. Et alors moi, c'est une catastrophe. Et effectivement, les banquiers sont pas les plus nécessairement les mieux armés. C'est marrant parce que toi, tu dis c'est de l'inné. Il y a une petite part qui est, bah oui, à niveau d'éducation équivalent, venant de la même région, ayant des parcours similaires. On a des gens qui vont être dépensiers, on a des gens qui vont être économes, on a des gens qui vont être précautionneux de leurs ressources, etc. Moi, c'est cette partie-là qui est la relation à l'argent. C'est cette partie-là qui est la construction, qui pour moi n'est pas innée, qui est vraiment la construction personnelle, mais qui est le pur héritage de sa construction personnelle, de sa construction familiale, de ce à quoi on a été exposé en étant jeune et qui peut être une réaction contraire à ce à quoi on a été exposé ou qui, au contraire, peut être une réaction parfaitement calquée sur ce qu'on a vu se développer dans le giron familial depuis qu'on est tout petit. Si on a vu des parents économiser le moindre sou pour que tout le monde puisse avoir à manger, pour que tout le monde puisse quand même faire des petites activités en dehors, que l'un et l'autre puissent faire les sorties scolaires, aller au judo, etc. Même si bah, les vacances, c'était 3 allers-retours à la mer pendant les grandes vacances, etc. On va avoir un comportement différent, adapté, peut-être respectueux de ce que les parents ont fait. Mais aussi, pourquoi pas à l'inverse, en mode bah, j'ai manqué de tout, alors j'en ai marre, je me suis privée et maintenant il est hors de question que je me prive et on va avoir le total inverse. Quoi. Tu sais, j'ai deux enfants et lorsqu'ils étaient petits, ils avaient leur, on va dire un petit peu leur sous pour les vacances. Mhm. Et j'avais lorsqu'on faisait le marché en vacances, ma fille revenait toujours avec tous ses sous. Il y avait pas de, ça n'avait pas généré d'acte d'achat ou d'acte d'envie.
Mon fils, ça se terminait en pleurs parce qu'il voulait tout dépenser. Quand il avait dépensé, il voulait encore acheter. Mmh. Euh, donc, pour faire le lien de manière très très courte, en matière éducative sur mon fils, j'ai dû essayer de donner du sens à l'argent pour contrebalancer cette envie qui était présente en lui. Ma fille, c'était plutôt l'inverse. C'était de générer cette notion d'envie et de plaisir, parce que ça Mmh. fait partie de la vie. Donc c'est très compliqué, mais par contre la construction, lorsqu'on dit tout se joue avant 7 ans, à titre personnel, j'ai pu le constater. Et pour faire le lien avec mon travail, j'ai quelquefois sur le terrain des familles dans mes ateliers. J'ai eu une Mmh. fois le matin la maman qui, on va dire, travaillait dur, essayait d'élever ses enfants, mais qui ne percevait pas de pension alimentaire et qui était en situation de précarité financière par, on va dire, le contexte. Mmh. Et l'après-midi, le fils qui faisait n'importe quoi parce que on n'arrivait pas à le gérer. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. On ose espérer que l'éducatif aide encore, mais je suis pas convaincu que ça puisse régler tous les problèmes. Mais ça fait partie, c'est une des pierres du dispositif. En tout cas, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a pas de cause à effet. C'est-à-dire que et les gens qui me parlent de leurs enfants, on a souvent ça, dans une même fratrie, des enfants, puis des enfants qui deviennent adultes, qui ont des comportements très différents avec l'argent, alors qu'on pourrait se dire, a priori, ils ont à peu près eu la même éducation. Mais on n'est pas tous exposés aux mêmes choses. On a beau être frères et sœurs, on n'a pas le même parcours de vie nécessairement. Et puis, c'est la gestion des émotions, comment on gère notre insécurité, comment on gère nos peurs, comment on gère nos envies, comment on gère nos frustrations. Et ça, on a beau être né dans le même foyer, et peut-être plus ou moins éduqué de la même manière, notre gestion émotionnelle, elle est très différente. Et pour moi, l'argent comme la nourriture sont deux doudous. Et effectivement, c'est des très bons doudous émotionnels. Et donc, parce que ça marche très bien, parce que on a passé une sale journée et effectivement, on va se faire un bon petit plat réconfortant. Ça va bien marcher dans un court temps pour nous faire nous sentir bien. Et idem avec l'argent, une petite dépense par-ci par-là, où je passe devant la boulangerie, je m'achète le pain au chocolat. Là, c'est la dépense et le petit plaisir alimentaire. Et les deux vont assez bien on va dire, masquer nos émotions désagréables dans un laps de temps assez court. Et effectivement, si on n'apprend pas à être un petit peu plus mature avec la gestion de ses émotions, ça va rester un doudou pendant très longtemps. L'argent Bien va sûr. rester un doudou. Bien sûr, et il faut aussi composer avec l'environnement sociétal dans lequel nous vivons, hein, qui est une société d'image, d'influence. Euh, L'aspect de l'argent facilement gagné est quand même aussi omniprésent. Je Mm. pense avec toutes les campagnes sur les paris sportifs qui amènent un petit peu une part de rêve, des influenceurs qui mettent en scène aussi certains pays lesquels j'ai eu aussi un peu la chance d'aller. Je pense à Dubaï, hein, si on parle de Mm. ça, qui donne auprès des plus jeunes, puisque c'est des retours terrain qui viennent systématiquement, une notion de rêve et une notion de réussite sociale. Donc, il y a aussi cet aspect de composer avec des codes liés à l'argent qui sont pas forcément les mêmes selon le niveau d'instruction, selon le niveau d'éducation et selon aussi l'âge de la personne que l'on a en face. Donc, mais c'est très 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 compliqué, mais très intéressant Tes jeunes sur le terrain. te disent quoi par rapport à, par exemple, les métiers d'influence? Les jeunes te disent je veux devenir influenceur, ça sert à rien de travailler parce qu'il suffit que je fasse un gros buzz sur TikTok. Et c'est quoi les discours auxquels tu es Si tu veux, exposé? c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que pour les plus jeunes, on n'est plus dans une société de travail. D'ailleurs, il y a eu, on va dire après le confinement, des tas d'études qui ont été faites sur la notion de relation au travail du citoyen. On n'a pas la même génération qui était la mienne. Sur laquelle vous faisiez votre service national quand vous étiez un garçon. Vous aviez un apprentissage lié à l'investissement, le travail, le labeur. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. On est maintenant dans une société sur les plus jeunes qui donne des images de réussite sociale rapide et ascensionnelle sans véritablement d'effort. Donc lorsque on évoque les thématiques qui reviennent le plus souvent, les influenceurs, tu viens d'en parler, les paris sportifs sur l'argent facilement gagné, le sport, De sportif, cette, hein. donc On y on viendra. va dire toute image un petit peu marketée
mis en scène, apporte du rêve, mais il n'y a pas de décryptage, et ça pourrait faire partie d'ateliers, d'accompagnement, de l'envers du décor et du travail que ça génère, de Mmh. faire un podcast, de faire une vidéo, de vendre un produit. Il n'y a pas cette notion du travail généré derrière. Il y a une notion de facilité. Je me présente, je Je m'appelle publie. Henri, Voilà, je m'appelle Henri, je pour voudrais la réussir ma petite. vie. Et l'argent va arriver à foison. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très présent chez les plus jeunes. Donc, encore une Y fois, compris y compris sur tes ateliers oui. de primaire? On est déjà dans cette Alors, non, culture non, du non, pas sur les primaires. ça Ça commence va, au ça va collège? arriver. Ça va arriver, si tu veux, sur les missions locales, les 17-25 ans. Là, tu as vraiment la tranche de la population qui est réceptif de manière très forte sur les influenceurs Mmh. et qui prennent tout pour argent comptant. C'est d'ailleurs aussi une partie de notre travail de décrypter que les conseils qui sont donnés, je parle sur ma partie financière, sont pas forcément les bons. Puisque des mots récurrents qui font rêver reviennent sans cesse, trading, Bitcoin, NFT, voilà. Donc ça, c'est des choses qui reviennent sans savoir ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est les mots miracles pour gagner de l'argent. Et puis tu as aussi un petit peu cette urban légende qui circule Mmh. de la personne qui connaît quelqu'un qui fait rien et qui vit de ses revenus à Mmh. Dubaï parce qu'il a investi sur le Bitcoin. Je schématise court, mais c'est des choses qui reviennent de manière très très fréquente. La Ce que tu dis sur la relation au travail, est essentiel et je pense que, je sais pas comment les choses vont évoluer, j'ai pas de boule de cristal, mais clairement, il y a un effet générationnel. Hem, je dirais pas qu'il nous éloigne du travail parce que, tu vois, moi-même qui ai une trajectoire personnelle de liberté financière, encore ce matin, quelqu'un m'écrivait, me disait: «Mais pourquoi gagner plus? Pourquoi tu fais ça et tout?» Et je me posais la question dans ma douche et je me disais: «Mais en fait, parce que moi, mon kiff, c'est l'entrepreneuriat et plus tu as d'argent, plus tu peux faire des choses de dingo». Mais avec cette notion il faut travailler pour ça, mais parce que c'est génial, parce que c'est un challenge pour moi. Je me rends compte effectivement que déjà dans ma génération et évidemment dans les générations d'après, il y a un peu cette idée, on veut bien travailler, mais il faut que ce soit que du un peu comme moi ceci dit, hein, faut que ce soit que du plaisir, il faut que ce soit que du fun. Et là où on est différent des générations, avant nous, c'est qu'on est plus prêt à passer, 8-7 heures, 8 heures au travail de manière exclusivement alimentaire. Ça, c'est et en même temps, c'est dangereux à un niveau sociétal parce que, bah, c'est là où on a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus, parce parce que la société a besoin de fonctionner aussi avec des emplois dont moins de gens, veulent, qui sont un petit peu plus pénibles, ne serait-ce que s'occuper de nos aînés, les auxiliaires de puériculture, voilà, et en fait, je me demande où on va. Mais Si là, tu on est veux, dans une truc ouais, mais prospectif et je me demande où on va avec une génération qui ne veut plus travailler que pour le plaisir et dont je fais partie et je l'avoue. Mais si tu veux, c'est intéressant, c'est une autre thématique, mais c'est aussi un point qui m'intéresse, puisque je fais aussi du coaching, enfin j'ai une formation de coaching en entreprise, même si c'est une activité que je développe beaucoup moins, puis c'est pas ma mission première. Mais si tu veux, la notion travail, longtemps, pour les plus anciens dont je fais partie, elle a été quantifiée en timing. Quelqu'un qui travaillait beaucoup dans une entreprise, c'est quelqu'un qui arrivait tôt le matin et qui repartait tard le soir. On ne savait pas forcément la composante de ce que la personne avait fait de toute sa journée, mais en tout cas, c'était un gros travailleur. Quelqu'un qui pouvait être brillant et faire la même quantité de travail en temps moindre n'était pas considéré comme un travailleur. Dans le sport de haut niveau, on est maintenant sur des notions de temps effectif d'entraînement et plus de temps effectif et plus de temps lourd de travail. Mmh. Donc cette notion de travail déjà est très relative en termes de timing. Un autre point essentiel qui vient de plus en plus avec les nouvelles générations, c'est donner du sens aux choses, puisqu'on est aussi dans une époque qui est complexe, qui est anxiogène avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Et le sens est un levier. Si on prend la crise ukrainienne, on a un peuple qui se bat en donnant du sens à leur défense de territoire et on va dire
un peuple qui ne sait pas pourquoi il entre dans le conflit. Je schématise, mais cette notion de sens et d'objectif personnel est quelque chose de très important, mais pour la jeune génération en termes managériels est quelque chose de très très difficile. Donc vers où on va, je ne sais pas. Je pense que le gouvernement, avec des dispositifs comme le service national universel, qui actuellement est fait sur une base de volontariat pour les plus jeunes, mais on parle de l'étendre sur une notion de l'imposer pour Ça fait longtemps qu'on en avoir. parle. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour redonner du sens, au moins citoyen, pour les nouvelles générations. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Et encore une fois, tant qu'on est dans un pays avec des amortisseurs sociaux assez forts, on est moins exposé que certains pays où les Mm. personnes ne peuvent pas forcément se poser la question de savoir si elles doivent aller travailler, puisque si elles veulent se nourrir, elles sont obligées d'aller trouver de la ressource. Donc c'est un sujet qui est complexe, qui est pas inintéressant, mais je pense qu'on est dans un carrefour de réflexion sur cette notion de travail et ce vers quoi on va. Par contre, la difficulté pour les grandes entreprises, c'est véritablement pour les managers actuellement de premier niveau parce que c'est pas simple de motiver les troupes. Non, je suis d'accord avec toi. On va pouvoir amorcer une transition vers ton 2e, le 2e sujet qui m'a fait venir, à toi, qui est, et on en parlait à l'instant, de ces métiers fantasmés parce que, c'est rapide, c'est facile, c'est de l'argent rapide, c'est de l'argent facile et cetera. Il y a parmi eux les sportifs. Hem et alors, oui et non. Je pense qu'à mon avis, c'est en dessous des influenceurs. Je pense que les influenceurs sont au max de de ce qu'on considère comme étant le plus simple et le moins d'efforts, et cetera. Je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a un petit peu d'effort quand même pour arriver à être au top niveau dans son sport. Mais il y a quand même un mythe autour du sportif. Et puis toi, tu as plutôt, en étant ancien sportif toi-même, tu en as pas beaucoup. Je sais pas si je suis pas sûre que tu en aies encore parlé, je me rappelle plus. Je sais que nous on en a parlé tous les deux, mais je sais pas si tu l'as dit encore quand tu t'es présenté au début. Mais voilà, et ben tu vas pouvoir nous le dire. Tu as vécu les deux. Tu sais tu sais ce qu'il faut pour aller arriver au haut niveau, et tu sais ce que sont les réalités financières d'un sportif. Alors, tu n'étais pas dans un sport de premier plan médiatique, donc tu n'étais pas dans un sport où l'argent coule à flot, on va dire ça comme ça. Euh, mais tu as une bonne idée des problématiques que sont celles des sportifs de haut niveau. Et donc, tu as eu l'opportunité de proposer des choses pour ce public-là, en se disant, mais aussi, ils sont un petit peu fragilisés, peut-être qu'ils auraient un peu besoin d'aide, et si on pouvait les aider, tu peux nous en parler un petit peu du contexte, et puis surtout de ton histoire personnelle aussi, qui m'intéresse. Oui, Delphine, merci. Simplement, en faisant cours, j'ai eu une première vie d'athlète de haut niveau en volleyball, puisque j'ai été présélectionné olympique pour les Jeux de Barcelone, donc il y a très très longtemps. Et Dans les j'ai années connu 90, les jeux 92. de 92, voilà, les jeux de 92, c'est Barcelone. très très longtemps. Et j'ai connu le professionnalisme, le début du professionnalisme dans ce sport, puisque à mon époque, on était salarié de notre club, et j'ai pratiqué pendant pratiquement 8 ans ce métier en même temps parallèle de mes études. À l'époque, on constatait déjà les difficultés dans différents sports sur la compréhension des athlètes, sur le rapport à l'argent, sur le rapport aussi auprès de leurs droits vis-à-vis de leur employeur. Et il y avait énormément d'abus qui étaient faits sur les non-déclarations des cotisations sociales des clubs sportifs. Enfin bon, c'était quand même un petit peu rock'n'roll à Le l'époque. Far West. Ok. Le Far West. Lorsque j'ai pris ce job, Attends, je te ouais, je coupe, t'en Yael, prie. mais là, concrètement, toi, donc tu as été 8 ans salarié de ton club. Est-ce que tu te rappelles, alors c'était il y a 30 ans, mais les rémunérations qui étaient les tiennes, j'imagine que ça devait pas être mirobolant. Dans le Alors, si tu, volet pas trop professionnel des années 90, j'imagine que tu devais pas non plus gagner des milliers des cents. bah, je vais te donner un exemple très concret, hein, puisqu'il n'y a pas de tabou en matière d'argent. Pour ma part, j'étais dans les 3 meilleurs passeurs de mon époque. Mhm. Donc j'étais international en équipe nationale. Et mon salaire le plus haut de l'époque correspondait à 2000 euros actuels.
OK, quand tu revalorises l'euro, oui, parce que c'était en francs. Non, tu vois, je fais même pas de revalorisation. 2000, donc si on revalorisait avec Là, avec un l'inflation, système ce serait quoi? d'inflation, on serait maintenant 2008, sur 3000? 3100, 3200 euros, OK. avec la prise en charge du logement et de la voiture, et bien OK. sûr des charges. Donc simplement Quelle pour quelle charge, par exemple? tout l'appartement, électricité, eau, Ah oui, les gaz, charges liées, ouais, OK, ouais, OK, les d'accord. charges de fonctionnement. Mmh. En même temps, lorsque je pratiquais, on s'entraînait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Beaucoup plus que maintenant, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Donc si tu veux, il y avait beaucoup de repas pris en commun sur midi et sur le soir. Donc on va dire que les dépenses de fonctionnement, il y en avait quasiment pas. Ouais. C'était une époque où tu n'avais pas de portable, tu n'avais pas Netflix, tu n'avais pas toutes ces dépenses un petit peu inquantifiables, mais qui pèsent dans un budget. Donc Donc c'était un peu plus de 3 000 €, mais entre guillemets, quasiment que de l'argent de poche, quoi. exactement. Exactement. Les difficultés de l'époque, c'était surtout sur des choses que je constate maintenant, c'est que les clubs ne payaient pas forcément leurs cotisations, ça tu le savais pas. Et quand tu es Mmh. maintenant un vieux monsieur comme moi et que tu reconstitues ta carrière en termes de retraite, tu cours, Mais tu tu n'es cours, pas si vieux que ça, Yael. ça commence à faire. Tu cours après quelques années qui n'apparaissent pas dans ton relevé de carrière. Mmh. Donc ça, c'était des choses qui étaient pratiquées de manière assez forte et qui existent toujours actuellement. D'accord. Donc, lorsque si je fais simplement un lien avec les sportifs actuels, ça fait déjà partie des informations que tu apportes ou bien vérifier que ces cotisations sociales alimentent bien les caisses retraite, pour donner un exemple. Bah, attends, ça me paraît hallucinant. Enfin, tu vas me dire, c'est comme un employeur lambda. Il y a aussi plein d'employeurs lambda qui payent pas nécessairement. En fait, à partir du moment où tu payes pas les cotisations, j'imagine que ça veut dire que t'es pas déclaré en réalité. Alors, si tu veux, on peut te donner une fiche de paye avec toutes les cotisations qui apparaissent. Par contre, si tu vas pas vérifier au niveau d'Infogreffe que les privilèges sont bien transmis à l'État, tu vas mettre 2 ans avant de voir qu'une entreprise ne paye pas forcément ses cotisations. Ok. Ça, me Et, et ça- c- ça me Ça, paraît c'est du difficile vécu. aujourd'hui. Ouais, ça me paraît difficile aujourd'hui de concevoir qu'on puisse. Si après ton comptable, si ton comptable t'émet une fiche de paye, mais lui-même est de plus ou Je te moins donne juste un exemple, Delphine. conciliant. C'est pour illustrer mes propos sans nommer personne et puis ne pas avoir de soucis. Euh, Tu as un organisme de contrôle qui s'appelle la DNCG, qui Ok. chaque année Ça, c'est pour le sport c'est pour spécifique. le sport, c'est pour le Ok. sport. Chaque année va auditer les clubs. Je vais Ok. mettre de côté le foot, qui est un sport un petit peu particulier, mais va Mhm. auditer la plupart des sports professionnels collectifs. Mhm. Et tu verras dans la presse chaque année, tu auras un ou deux clubs qui ne pourront pas redémarrer, qui vont être épinglés par la DNCG avec un passif. Et lorsque tu déroules le bilan du club en difficulté, tu vois souvent que les privilèges, donc les cotisations, les charges, c'est ce qui a été payé en dernier, Ok. voire pas du tout. D'accord. Donc, même si on a des fonds de garantie importants en France qui vont pas laisser l'athlète sur le côté, ça va demander des démarches malgré tout pour faire valoir ses droits. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui est toujours d'actualité. Non, mais Et comme tu es, c'est intéressant. Là, c'est spécifique au sport collectif parce qu'il y a beaucoup de salariats dans le sport oui, collectif. Le oui. sport individuel, on est d'accord, c'est assez peu des sports de. Enfin, les statuts sont différents. Alors, si tu veux, j'aurais peut-être pu commencer par là, sur les ressources des sportifs. On va Ouais. prendre les sportifs de haut niveau, de très haut niveau, c'est-à-dire olympique, paralympique. Tu vas avoir deux Équipe catégories. nationale, ouais. Voilà, tu vas avoir deux catégories. Tu vas avoir les sports collectifs sur lesquels ils vont souvent fonctionner comme une entreprise avec un statut salarié. Simplement, le club va pouvoir euh, adosser une structure juridique un petit peu différente. Tu vas avoir des clubs qui vont être en SAS, tu vas avoir des clubs qui vont être en statut associatif encore, ça existe. Ok. Euh, donc il va y avoir des disparités, mais on va dire que l'athlète professionnel va avoir une fiche de paye, des cotisations qui vont alimenter différentes caisses, y compris des comptes personnels formation, puisque ça a aussi du sens dans une notion de reconversion. Sur les sports individuels, tu peux avoir tous les montages possibles. Tu peux avoir une gymnaste qui va être salariée de son club associatif sur un poste
lambda d'éducateur et qui, par ce poste d'éducateur, va pouvoir vivre de son sport et va avoir des compléments de revenus qui, si la gymnaste est internationale, va avoir une aide de la fédération qui va pas non plus être Mhm. des montants astronomiques et peut cumuler des aides sous forme de bourse de mécénat. Exemple de ce que font les banques pour Paris 2024. Oui. Allouent une somme d'argent sur plusieurs années avec un versement unique. Donc là, on va aborder la partie pour l'athlète de Ah. comment on va gérer Ah, ça, cette c'est pas grosse somme évident, ça. d'argent pour durer. Ouais, Et là, on ça, va c'est pas aborder évident. l'aspect du prévisionnel d'activité, de fonctionnement au niveau budgétaire. Tu vas être aussi face à des sportifs qui ont des sports qui coûtent de l'argent en termes Oui. de matériel. Tu peux avoir un kayakiste qui va devoir se racheter des pagaies. Et la somme allouée va devoir être aussi utilisée dans cette notion matérielle. Hmm. Et en même temps, le Ou matériel, les déplacements sur les compétitions. Je pense au tennis, exactement, exactement. qui est un sport. Et d'ailleurs, hier, en préparant notre épisode, je cherchais quels étaient les athlètes. Je cherchais sportifs ruinés. Donc là, je tombe sur les étrangers, les Français, etc. Il y avait une proportion de tennisman. Ça va de Björn Borg à Ivan Boris Becker, Isevich, Boris Becker. Alors, il y a des raisons différentes, il y a des divorces, etc. Il y a Arantxa Sanchez chez les femmes, Patty Schneider, Henri Lecomte pour tu ne... parles de toute ma génération là. Ouais, moi je le connais aussi parce que c'est un sport que je connais, le tennis. Mais hommes et femmes, alors on a Arantxa Sanchez qui estime qui a été en procès contre sa famille. Donc, il y a la famille qui veut s'accaparer, il y a des mauvais divorces, il y a des mauvais placements, il y a un peu toutes les raisons. Mais la proportion. Alors, ça, c'était pour les gens connus, du coup, parce qu'effectivement, il y a aussi tous les sportifs qui n'en parleront jamais, alors même que l'association des joueurs professionnels de football, ce sont ces chiffres à elle qu'elle publie. Elle estime que 50% des footballeurs euh, n'ont plus d'argent, sont ruinés, il faut le dire comme c'est, dans les 5 ans qui suivent leur fin de carrière. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont plus d'argent et il y en a très très peu qui en parlent. Donc, je ne sais pas comment interpréter ça. Dans le tennis, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et peut-être parce qu'ils en parlent plus ou ça se sait plus que dans d'autres environnements. Alors si tu veux, je vais essayer de un petit peu de décrypter tout ça en structurant un peu les choses. Tu as des sports comme le tennis que tu évoques qui fonctionnent avec un terme, ce qu'on appelle le prize money, c'est-à-dire Ouais. je fais un tournoi, je gagne ou je perds et je récupère de l'argent qui va Mm, me permettre à fonctionner sur le tournoi suivant et ainsi de suite. Euh, exactement. En parallèle de ça, tu peux avoir des sponsors ou, Des aides de la ou fédération. voilà, ou des aides qui te permettent de fonctionner. Donc, quand on parle de sportifs de haut niveau, faut pas oublier qu'on va avoir des joueurs qui vont déjà se situer dans les arcanes assez lointaines des classements ATP. Moi, je suis intervenu sur le Grand Prix de tennis de Saint-Étienne au mois de novembre sur cette thématique et on avait affaire à des joueurs classés 300e mondial. Oui, oui, oui. Donc là, on est sur des gens qui s'entraînent dur, mais par contre, les prix leur permettent de fonctionner pour aller sur le tournoi suivant. Oui. Il n'y a pas forcément un delta qui permet de dépenser inconsidérément et faire n'importe quoi. Donc, je dirais presque à leur niveau, tu as pas forcément, tu as des problèmes d'argent, de fonctionnement, mais tu n'as pas forcément des problèmes de dette générée par un surplus d'argent où on a fait n'importe quoi derrière. Oui, oui. Et après, tu vas toucher au très haut niveau. Tu as cité beaucoup de noms assez connus où différents leviers vont apparaître. Le premier levier, l'environnement. L'environnement qui va être l'environnement familial de premier cercle, qui peut être l'environnement lié à l'agent, qui peut être l'environnement lié aux professionnels d'investissement, puisque n'oublions pas que lorsqu'il y a de l'argent, ça attire beaucoup de gens qui ont des niveaux de compétences plus ou moins élevés et des niveaux, on va dire, de bienveillance aussi plus ou moins hauts envers l'athlète. Bah, L'athlète étant... pour être Pardon. franc, les athlètes sont des publics exposés Bien davantage aux sûr, escroqueries que de complètement. manière générale, les gens qui sont exposés à une certaine célébrité, les gens des médias aussi, c'est pareil. Plus on est exposé médiatiquement et plus on est exposé à des escroqueries aussi. Alors même que, et c'est toi qui m'en parlais, et c'est Ladji Doucouré, l'athlète
le coureur qui en a parlé, lui, Le hurdler, ouais, le 100 mètres, ouais, 110 mètres, ouais. il en a parlé. Et pour autant, honnêtement, j'ai du mal à imaginer, même en 12 ans de carrière, j'ai du mal à imaginer qu'il y avait un énorme pactole quand on est athlète, coureur du 100 mètres, français. Voilà. Si tu veux, Delphine, c'est un petit peu la particularité de la société dans laquelle on est. C'est que des sports qui, à mon époque, n'étaient pas forcément des sports qui ramenaient forcément énormément d'argent, actuellement, si, ça génère des sommes assez importantes. Ah bah, tu vois, Pour je la me rends judo, pas compte. Moi, j'ai vraiment pour, l'impression que coureur de 100 mètres, c'est pas, mais bon. Si tu veux, pour la Djidoukouré, on va en parler ouvertement puisque c'est public. Les pertes se situent autour de 300 000 euros hein, Oui, quand c'est même. ça. Mmh. Et malgré tout, si tu veux, faut remettre aussi dans le contexte que euh, à l'époque où les choses se sont passées, tu n'avais pas au niveau du service des impôts la notion de prélèvement à la source. Mmh. Donc l'athlète fonctionnait toujours en décalage de revenus et d'impôts qu'il devait payer a posteriori. Mmh. Donc si l'environnement n'alertait pas l'athlète pour dire il faut provisionner par rapport à tes revenus qui sont conséquents et qui vont avoir un impact fiscal important, il va y avoir souci. Donc déjà, tu as énormément de joueurs, tu parlais du foot tout à l'heure, qui ont été exposés à ça, qui touchaient des sommes très très importantes, qui se blessaient ou qui arrêtaient leur carrière et qui devaient payer des impôts sur des sommes qu'ils avaient eues avant et qu'ils n'avaient plus. Mmh. Donc ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, le conseil. Le conseil, comme tu le disais, tu es public, donc beaucoup de gens gravitent autour de toi. Beaucoup d'athlètes fonctionnent avec ces notions qu'on appelle de conseil de vestiaire, c'est-à-dire l'un dit à l'autre qui connaît quelqu'un qui est super. Et en même temps, on présente des gens qui n'ont pas forcément des références et qui n'ont pas forcément les compétences et qui Mais euh, même dans la vie normale, j'avais fait un épisode sur les conseillers en gestion de patrimoine et on se rend compte que la personne qui te dit j'ai un super CGP à te recommander, bah en fait c'est son appréciation de sa compétence et en réalité la personne qui te l'a recommandé est peut-être nulle elle-même et juste elle l'a trouvé hyper sympathique en rendez-vous quoi. Donc mais la notion de là ce que tu veux dire c'est que la notion de confiance euh, n'est pas la même que pour la personne lambda. C'est à partir du moment où tu es exposé dans une bulle médiatique, que ce soit sportif ou autre, pour moi, tu as un rapport à la confiance qui change et qui est un peu... Il y a une distorsion, tu sais plus à qui te fier. Et donc forcément, tu vas avoir tendance à te fier davantage aux gens qui sont dans le même milieu que toi, alors même que leur capacité à comprendre l'investissement et à savoir ce qu'ils font est probablement nulle, mais au moins ils sont dans le même vestiaire, ils font le même sport, il y a un peu ce truc de on appartient au même milieu, tu vois. Et pour moi, ça change le rapport à la confiance et c'est comme ça qu'on fait confiance à des gens sans avoir la capacité de savoir s'ils sont réellement compétents ou pas. Si tu veux, le sportif de haut niveau est déjà dans un environnement de stress et d'émotions très fortes. Un sportif de haut niveau vit dans des émotions de joie et de peine qui sont très accélérées. Je gagne, je suis heureux, je suis très haut, avec beaucoup d'énergie. Je perds, je suis dans un état un petit peu, quelquefois qui ressemble à des états un petit peu dépressifs, Mm. et tout va mal. Euh, donc ça va dépendre la rencontre, quand est-ce qu'elle va se faire et à quel stade je suis. Donc Mm. ça, c'est déjà un premier point. La notion de confiance est incontournable. Tu l'évoquais, je suis à 200% d'accord. C'est pour ça que certains sports ont essayé de vraiment séparer les activités pour dire l'entraîneur, c'est pas forcément le conseiller financier Mm. parce qu'il y a conflit d'intérêts. Mais tu retrouvais aussi beaucoup ça dans le milieu de la boxe. Quelquefois, tu trouvais l'entraîneur qui était aussi le promoteur, qui était, tu vois, c'était un peu des casquettes qui étaient Ouais, mélangées. mélange Donc, des genres, ouais. Dans les ouais, rôles de l'entourage, il y a un vrai mélange des genres. C'est complètement, la famille et à la fois le soutien psychologique, le manager, celui qui négocie les deals de sponsoring, et puis aussi, t'inquiète pas, Jojo, je vais te placer ton argent. Enfin, c'est ok.
Complètement. Donc, si tu veux, c'est un milieu où lorsque toi tu es extérieur, puisque pour en revenir, c'est une action que j'ai portée pour les Jeux de Tokyo, où j'ai accompagné à peu près 120 athlètes olympiques et paralympiques par l'intermédiaire du pacte de performance, qui est un dispositif d'accompagnement des sportifs au niveau des mécénats. J'ai pu aborder beaucoup de points que nous sommes en train d'évoquer auprès d'ateliers Mmh. collectifs. Ouais. Suite à ça, j'ai basculé sur un accompagnement un peu plus individualisé, donc là que je fais pour la caisse d'épargne locale où je suis, auprès de 2 sportifs qui sont suivis, pour lever et anticiper ces problématiques. N'oublions pas que la notion que je t'évoquais pour, la structure associative que je représente, c'est que j'interviens, sur un aspect de marque blanche. Ça veut dire que lorsque j'interviens, je ne vends rien, je ne propose pas de contrat et je ne me fais pas rémunérer directement Mmh. par l'athlète. Donc ça te permet une certaine liberté de parole et une certaine liberté de décryptage. Après, il faut que tu aies la Mmh. compétence aussi d'accompagnement. Mais par contre, lorsque tu es avec l'athlète, tu te rends compte que tu vas toucher à un écosystème autour euh, qui, pour certains, est très professionnel et très structuré. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec Eric Carrière, qui est un ancien footballeur, qui est quelqu'un qui avait, lorsqu'il était en activité, avait sa propre structure, psy sur l'accompagnement personnel, financier sur son conseiller et fiscal sur son comptable. Donc il avait sa propre structure et c'est quelqu'un qui maintenant réussit dans le monde des affaires parce qu'il avait déjà cette construction. Mmh. Maintenant, tu es sur d'autres sportifs qui sont entourés, mais lorsque tu fais quelques recherches, ne serait-ce que sur Internet, sur l'immatriculation du conseiller, tu as quelques surprises. Donc Mmh. c'est pas simple à aborder, sachant que l'athlète normalement est focus sur son activité, qui est de s'entraîner et d'être performant, et un peu moins sur ce qui est fait sur l'après et la préparation de l'après. Et un dernier point avant de te repasser la parole, c'est aussi la notion de beaucoup ou pas beaucoup. Est-ce que les revenus que je génère en activité sont beaucoup, sont importants par rapport à ma vie d'après? Si j'ai pas de formation et que dans le monde qui est le nôtre, je suis un athlète olympique et mes revenus générés correspondent à 5 000 euros, ça sera sûrement pas le revenu que je vais percevoir dans ma vie d'après. Non. Et quand j'aborde avec eux la notion de SMIC, 1 360 € net, et qu'il faut vivre avec quelque chose que je t'évoquais tout à l'heure, où il faut payer un logement que quelquefois les athlètes ne payent pas parce qu'ils sont logés. Il Mmh. faut payer la nourriture sur des gens qui mangent plutôt relativement sainement pour être performant, mais ça a un coût élevé dans un contexte inflationniste qui est le nôtre. Mais l'athlète qui est pris en charge par sa fédé ne s'en rend pas forcément compte. Euh, la notion de charge, lorsque je suis logé Mmh. à l'INSEP pour nos athlètes français, où l'INSEP est chauffé, euh, il n'y a pas de sujet forcément de température, même si peut-être il y a quelques petites restrictions en ce moment. On n'est pas comme quelqu'un qui doit surveiller son budget charge en mettant un pull actuellement à la maison. Voilà, c'est des tas de leviers, si tu veux, que tu lèves pour cette notion de ma situation actuelle, est-ce que je vais pouvoir la maintenir dans l'après? Et les habitudes que je prends, est-ce que je pourrais les maintenir après? Ou au contraire, est-ce qu'il faudra que je sois en restriction? Il faut que je le prépare avant. Et ça, quand tu évoques ça avec eux, est-ce que tu arrives à créer un climat qui fait qu'ils t'écoutent ou c'est un peu, oui, oui, il est gentil, lui. Je souris et puis est-ce que tu sens qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que les gens te disent non, non, mais ça c'est bon, il n'y a pas de souci, frère. Je caricature de ouf. Mais tu sais, ce côté un peu non, non, mais genre no souci, quoi. Tout ça Si tu viendra veux, plus tard. Je suis focus sur mon pour, activité. pour répondre à ta question, lorsque les gens te ressollicitent en off derrière, Mm. par mail ou comme pour toi lorsqu'on t'écrit, ce qui est le cas aussi dans mon activité, c'est que tu as touché des points sensibles. Mm. Euh, Ça va déjà dépendre, si tu veux, de l'accompagnement que tu fais. Est-ce que c'est un accompagnement collectif, auquel cas tu vas lancer des sujets très génériques, Ouais, la déclaration des revenus, le statut ça j'aimerais qu'on en parle. entrepreneurial, Ouais. Mm. la prévoyance. Euh, Éventuellement, il y a aussi un sujet que j'aborde souvent avec eux, c'est sur la notion de prime en espèces. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les déclare?
Je te donne un exemple d'un athlète qui revient de l'étranger, qui a fait une compétition en Asie et qui passe la douane avec 12 ou 13 000 euros en espèces. Donc mon rôle, c'est peut-être d'alerter qu'il y a un document CERFA à remplir et de le déclarer aux douanes quand il arrive, pour éviter tout problème. Tu vois, tu vas sur des choses très concrètes, et en même temps, si les gens collectifs ne vont pas le dire, ça va éveiller chez eux des alertes. Et souvent, a posteriori, tu es sollicité pour demander des éclaircissements. Quand c'est ça, c'est que tu te dis que le discours a porté. Hmm. Mais par contre, il faut avoir des sujets un petit peu génériques qui leur parlent, euh, pour un petit peu susciter, on va dire, cette inquiétude. La notion de prélèvement à la source, c'est quelque chose sur lequel je reviens assez souvent, puisque la plupart du temps, on va dire, un jeune athlète qui va payer des impôts a posteriori, qui commence à toucher des primes la première année, son prélèvement à la source, il ne le met pas en place au niveau de ses impôts. Hmm. C'est une grosse somme d'argent qu'il va devoir Ouais. décaisser à la fin. Donc tu vois, c'est des petites choses pratico-pratiques qui sont très très importantes pour les alerter. Après, lorsque tu es sur de l'accompagnement individuel, là tu fais du 360, tu décryptes l'environnement Hmm. global dans lequel le sportif est. Donc tu as la première approche qui doit être une approche de confiance. Euh, pour ma part, je pense que les compétences, les diplômes et le fait aussi pour travailler pour une structure associative qui est sous couvert d'une grosse banque, d'un gros groupe bancaire qui lui-même a des audits bancaires et à rendre compte de l'activité que l'on fait, c'est pas la même chose que quelqu'un qui serait forcément indépendant, qui n'a pas de référence. Je Hmm. schématise volontairement, mais tu as un sujet sur lesquels j'invite aussi les athlètes à regarder. En ce moment, tu as une série sur Netflix, puisqu'on en parle beaucoup de Netflix, sur l'affaire Madoff, qui est Ah, je l'ai vulgarisée au commencé travers. hier. Tu vois, Je l'ai commencé hier et j'ai fait que le premier épisode. Et ça m'a ça c'est travaillé très... toute la nuit. Eh ouais, c'est très très intéressant parce que euh, pour ma part, j'étais déjà dans le milieu bancaire en 2008. Hmm. J'étais directeur à l'époque d'agence, donc j'ai vécu sur le terrain l'impact de la crise des subprimes. Et à l'époque, Madoff, pour nous, c'était un icône, si tu veux, mais par contre, on ne comprenait pas véritablement l'affaire. On comprenait qu'il y avait une histoire d'étage qui hébergeait une société, puis d'un étage fictif, on ne comprenait pas tout. Et j'ai trouvé cette série assez vulgarisée, assez intéressante, et je pense, si tu veux, que sur une population comme les sportifs, ça c'est quelque chose à montrer. Parce que Mais il y tu a... es véritablement sur ces notions de pyramide de Ponzi, et on a vu toute la période de confinement, l'émergence de beaucoup de pyramides de Ponzi apparaître. Tu as Hmm. d'ailleurs un site mis en place par la Banque de France sur les structures financières qui sont sur liste noire, qui est assez intéressant. Donc ça, c'est des éléments, si tu veux, que je transmets quand j'en ai l'occasion, pour alerter, 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 tout en disant qu'il y a aussi des indépendants qui exercent très très bien leur métier dans les règles de l'art, mais il faut les trouver. Mais en fait, tu vas créer le premier niveau de sensibilisation, etc. Donc la personne est un petit peu plus affûtée après pour chercher son conseiller, puisque rappelons que tu vas pas être leur conseiller à la fin, que tu vas pas être leur gestionnaire de fortune si fortune il y a, et que du coup tu es là pour sensibiliser, orienter, les éduquer à mieux apprécier, tu vois, Et la compétence à s'entourer. ouais, des gens qui Tu sont en vois, face de d'eux. ne pas hésiter à dire, pour certains qui ont monté leur propre structure, parce que tu as des droits d'image, tu as de la conférence, tu as des choses où il y a des rentrées d'argent annexes, donc quelquefois je les oriente sur des conseils auto-entrepreneuriales et de choix de structure juridique. Par contre, j'hésite pas à leur dire de mettre un petit peu de sous auprès d'un comptable ou expert comptable de Ou préférence, d'un pour avocat avoir un regard fiscaliste. extérieur et d'avoir quelqu'un qui s'implique sur sa signature en ayant les compétences en face. Mm. Donc ça fait partie des conseils que je vais donner. Par contre, je me rends compte régulièrement que il n'hésite pas à te demander ton avis en termes de conseils. Donc on en revient au climat de confiance. Ouais. Toi, tu vas pas le faire parce que déontologiquement, je ne peux pas le faire et ce n'est pas mon rôle. Mais lorsque tu as cette demande, tu sens que malgré tout que la personne est seule. Mm. Tu vois, mais c'est intéressant. Donc je pense qu'il y a la place pour de bons professionnels
de travailler avec cette typologie de gens exposés médiatiquement, on parle des athlètes de haut niveau, il y a la place parce que, pardonne-moi l'expression, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charlots dans le métier. Oui, oui. Et c'est étonnant parce que tu me disais que le premier atelier que tu avais fait avec eux, c'était sur la déclaration des revenus. Et quand tu m'avais dit ça, je me dis, ah ouais, d'accord. Et puis en fait, il m'est apparu après, je me suis dit, mais en réalité, ils ont une situation assez complexe de revenus pour la plupart. Alors, peut-être la situation la plus simple, effectivement, c'est le salarié d'un club qui est pas suffisamment médiatique pour toucher pour avoir des sponsoring autres que des sponsoring d'équipement, tu vois, mais qui toucherait de l'argent, etc. Euh, mais effectivement, on va avoir le prize money, on va avoir peut-être des revenus publicitaires, on va toucher subvention de la Fédé. Enfin, il y a des gens on va se faire rémunérer pour des interviews, on va se faire rémunérer pour avoir son documentaire sur Netflix. Donc on va toucher enfin voilà, des droits d'image. Euh, et ça crée une complexité, des fois en cash, des fois en argent. Est-ce que c'est déclaré, est-ce que c'est pas déclaré, comme tu disais. Et, et en face de ça, alors déjà que pour la personne lambda, déclarer son impôt, ses crédits d'impôt avec la femme de ménage et son LMNP, déjà ça c'est compliqué. Mais effectivement, quand on a Et puis là, je parle même pas des joueurs qui ont fait des investissements, qui ont fait de la défisque, qui ont acheté du locatif ou je ne sais quoi aux caisses, qui ont peut-être des biens à l'étranger aussi. Il y a ceux qui vivent en Suisse, il y a ceux qui vivent ailleurs, il y a ceux qui se déplacent beaucoup, il y a les revenus qui proviennent de l'étranger. On part en parler du tennis, mais il y a cette complexité de j'ai 80% de mes revenus, voire plus, qui sont des revenus issus de l'étranger, comment on les déclare. Et effectivement, je me suis dit, ah ouais, il y a un vrai sujet quand même. Bah, tu vois, il y a encore deux histoires assez importantes où tu prends les deux footballeurs tête de gondole, Ronaldo, Messi, ont eu des problèmes avec le fisc espagnol. Mm, Et là, tu touches au top, top niveau. Donc tu te dis, ils sont forcément logiquement entourés de conseils très professionnels et pourtant il y a un sujet de rattrapage du fisc espagnol de revenus qui n'ont pas été déclarés, même s'il y a derrière des montages complexes avec de l'argent qui tourne, avec des revenus qui viennent de l'extérieur, hébergés ailleurs et ainsi de suite. Mais malgré tout, il y a des sujets. Pour en revenir, moi, sur l'accompagnement des sportifs terrain, tu vas aussi donner des conseils où tu vas alerter, par exemple, je reprends mon kayakiste, pour dire tu as de l'achat de matériel, change ta structure mm, juridique parce que tu peux aussi mettre des charges en face sur tes mm. bateaux et sur. Tu vois, ça fait partie des alertes que tu vas donner pour que les choses soient faites correctement dans l'intérêt de l'athlète sur son activité sportive du moment. Mais c'est intéressant. Par contre, l'accompagnement individuel est plus porteur puisque tu as autant de situations différentes que de cas à traiter. Ça Ouais, nécessite d'avoir un petit peu de connaissance de ce qui se passe sur le terrain et sur l'envers du décor. ouais, Puisque le milieu évolue très très fortement. Je fais un lien simplement sur la période que nous traversons. Tu as par exemple avec le rugby euh, un sport très structuré avec un syndicat des joueurs Proval très présent, mais en ce moment, ils ont un sujet assez fort de dépression des rugbyman dans le cadre de leur sport. ouais, j'en ai Donc, entendu parler. ouais, donc Mais là-dessus, tu veux. déjà, ça fait quelques années qu'on parle de la problématique du trop de matchs. Et donc physiquement, on épuise les joueurs. Et de là à en venir à des problématiques de dépression, il n'y a qu'un pas. Bien sûr, donc tu vas avoir l'athlète qui va être en situation de blessure. Mm, Et du coup, dans cette période, l'athlète n'est pas productif, donc il cogite. S'il cogite dans une société comme la nôtre, tu as Internet, tu vas avoir des dépenses. Les dépenses, comment elles peuvent être faites, soit sur des achats impulsifs, soit sur un athlète qui veut revenir au top de sa forme. Il peut aussi dériver sur certains produits illicites.
Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître dans le milieu pour voir que lorsque tu as quelqu'un qui, par exemple, et c'est le cas en ce moment du sujet important avec les rugbyman sur les commotions, sur lorsque la personne est arrêtée, l'accompagnement qu'on fait avec. Pour que la personne ne dérive pas, enfin que le sportif ne dérive pas sur des zones un peu grises, voire noires de sa personnalité Mm. et revienne dans des difficultés importantes. Et l'argent là-dessus est quelque chose de primordial parce qu'il va avoir un levier soit positif, soit au contraire négatif. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes en termes d'accompagnement. Et n'oublions pas que quand tu as un sportif qui génère un peu moins d'argent, tu as forcément les personnes moins bienveillantes ne sont plus là, hein. Le Les, cercle. les... D'ailleurs, en parlant des sportifs qui génèrent un petit peu moins d'argent, les sports dits universitaires, euh, quelle est la... Est-ce que tu arrives à peu près à estimer la proportion d'athlètes qui travaillent en parallèle? Parce qu'il y a ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un certain nombre d'athlètes, notamment sur des disciplines qui sont très olympiques, qui ont des métiers à côté, alors qui ne sont pas à temps plein nécessairement, mais qui sont sur des 15, 20, 25 heures à côté. Il y en a beaucoup? Non, pour répondre à ta question, Delphine, maintenant tu as sur les sports olympiques un athlète qui est sélectionné pour les Jeux, on va dire, il est dans les meilleurs athlètes français et dans le gratin mondial. Il peut sur le papier être salarié d'une structure, mais qui va le mettre à disposition. Ok, d'accord. J'ai beaucoup d'athlètes de grandes entreprises, je ne vais pas citer les noms, c'est pas le but de la manœuvre. Non, mais Euh, par contre, tu peux citer les noms des entreprises parce que je sais qu'il y en a qui le font oui, volontiers. Il y a des tu grandes peux, entreprises qui, effectivement, sont assez adeptes oui, d'avoir des tu athlètes peux dans leur avoir rang. EDF qui fonctionne beaucoup Ouais. là-dessus. Tu peux avoir le groupe BPCE qui va fonctionner sur un système de mécénat avec une mise à disposition. L'athlète, les seuls, on va dire, euh, les seules contraintes qu'il va avoir, ça doit être d'être présent sur certaines manifestations Oui, voilà. médiatiques. Hmm. Par contre, sur la préparation olympique, pendant 4 ans, il est mis à disposition de son sport et il s'entraîne Hmm. à 100%. Tu peux avoir dans certains sports comme le rugby aussi des propositions de reconversion. Hmm. C'est-à-dire, l'athlète va être salarié du club avec, à l'issue de sa carrière, un poste de reconversion, soit de communication, soit si la personne a un nom, c'est souvent des postes de communication ou de recherche de partenaires au niveau commercial. En France, on a aussi un petit peu la particularité que tu as pas mal de militaires. Des athlètes qui embrassent des carrières Ok, militaires tant qu'ils sont à haut niveau, sont mis à disposition de leur sport et d'accord, vont ok. représenter l'armée sur les championnats du monde militaire, mais ils seront militaires au terme de leur carrière sportive. D'accord. Tu vois, tu as un petit peu ces montages qui sont faits comme ça. Donc, l'accompagnement, un athlète de top niveau, il ne peut pas cumuler les deux. Ok. Tu as une petite nuance maintenant avec les sports de combat. Si tu prends le MMA par l'intermédiaire de l'organisation UFC, la plus connue, c'est presque l'organisation qui génère le plus d'argent actuellement, tu as un réel sujet. Tu as un réel sujet avec nos combattants français, puisque tu as des combattants français qui intègrent l'UFC. On va dire la fédération la plus représentative, mais lorsqu'ils intègrent une réunion, l'athlète tête de gondole, pardonne-moi de l'expression, va percevoir une bourse qui peut aller jusqu'à 700 000 dollars pour une soirée, et l'athlète de début d'organisation va percevoir 10 000 dollars, dans lequel il va devoir rémunérer son manager, payer un petit peu d'impôts, et lorsqu'il reviendra en France, il lui restera 3 000. Et on en revient à la Lui, problématique, ça c'est particulièrement... En fait, on retrouve ça chez un indépendant, ou tous les gens qui ont des revenus très irréguliers, en fonction des contrats qui rentrent, etc. Euh, En fait, on a des sommes, on ne sait pas trop combien de temps on va devoir vivre sur cette somme. Et donc, du coup, c'est une gestion des ressources qui est assez compliquée. Déjà, moi, je dis aux gens, ça c'est mon discours sur le podcast tout le temps, mais le cerveau n'est pas fait pour gérer un budget. Il faut un papier, un crayon ou un Excel, etc. Parce qu'il y a trop de données d'entrée. Et pour les gens qui ne sont pas mensualisés, en plus, il y a cette incertitude qui se rajoute, c'est que je ne sais pas quand est-ce que tomberont mes prochains revenus. Donc, j'ai potentiellement une grosse somme à répartir. Tu arrives sur ce type de profil, éventuellement, à les amener vers une budgétisation ou quelque chose qui est un peu plus formalisé, où il y si a quand tu même veux, une barrière. si tu veux, là on évoquait les sports de combat parce que d'abord,
d'une manière personnelle, j'adore ces sports et d'une manière professionnelle, j'essaye de travailler avec eux Mm. parce que ça, c'est très représentatif aussi d'une partie de la population que j'accompagne en termes de précarité. Mm. Euh, donc, tu arrives à mêler, tu vois, la performance de haut niveau, l'anticipation de personnes qui n'ont pas forcément des instructions très très élevées et, et d'un environnement qui peut influencer de manière pas forcément très positive. Par contre, c'est difficile d'intégrer ces milieux parce qu'ils sont très, très fermés, très protégés. Pour répondre à ta question, lorsque tu es sur des gens qui ont des revenus que tu vas devoir organiser dans la durée, si tu es sur des sports olympiques dits universitaires, puisque c'est le terme que tu employais, je repense beaucoup à l'aviron, où tu as beaucoup d'universitaires. C'est assez facile intellectuellement de leur faire mettre sur le papier un budget prévisionnel de Mm. dépenses où tu vas retrouver les déplacements à l'étranger, le matériel, la nourriture, les voitures et ainsi de suite. Parce que on est face à des universitaires et ça leur parle. Et quelquefois, c'est des choses qu'ils ont fait avant que tu arrives. Donc, toi, Ouais. tu mets un peu d'ordre là-dedans, mais c'est assez facile. Par contre, lorsque tu es sur des sports extrêmes, je reparle des sports de combat, tu vas avoir un athlète de très très haut niveau qui va pratiquer son sport avec une intégrité physique. N'oublions pas que certains ont des couvertures médicales ras des pâquerettes, avec des accompagnements post-opératoires médicaux qui nécessiteraient de l'accompagnement un peu haut de gamme et pas forcément de l'hôpital grand public. Tu vois, ça c'est un levier Mm. aussi qui est important. Donc avec eux, ce qui est très très difficile, si tu veux, c'est que la bourse de combat qu'ils vont percevoir va leur permettre de tenir un petit peu et ils vont être obligés quelquefois de prendre un risque très rapidement derrière, mettant en risque leur intégrité physique dans un pays qui va un peu moins regarder leur santé pour récupérer de l'argent, pour continuer à vivre. Tu vois, c'est là on touche à l'extrême et un côté un petit peu difficile. Donc accompagner d'une manière budgétaire, oui, mais par contre tu es là, tu es sur une forme de précarité, tu es sur du curatif, quoi. Tu essayes ouais, de faire un petit peu le ménage sur les choses à faire ou pas faire, mais tu es aussi sur des gens qui vont vivre grâce à leur art et qui n'ont pas beaucoup de choses à mettre en face à côté. Donc, quelquefois, ils vont accepter des réunions de combat peu rémunérées dans des pays qui vont pas trop regarder à leur santé. Donc tu touches, tu vois, un environnement qui est complexe, mais moi qui m'intéresse énormément parce qu'on reprend, Mm. tu vois, ce que je disais au début de notre entretien. Ouais, tous les sports sont pas égaux. En gros, tu dis, on ne sera pas la même culture sur un sport de combat, type boxe, qui est encore différent d'un art martial, et qui sera encore différent de l'équitation. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, on n'est pas naïf. Il y a des cultures de sport qui sont pas les mêmes, et pour autant, je suis pas sûre que les différences de montant soient énormes. Alors, ceci dit, dans les sports de combat, effectivement, il peut y avoir énormément d'argent, mais encore, voilà, ça dépend. Quel niveau tu évolues et quelle est exactement la discipline On est dans que une tu as notion choisie. actuellement de société de spectacle. On parlait d'influenceurs, on parlait Mm. d'image, on parlait d'exposition. Euh, Si tu es dans un sport qui a le vent en poupe au niveau médiatique, actuellement, à part le foot, le deuxième sport qui génère le plus de revenus au monde, c'est actuellement le MMA, Ouais. le sport de combat. Parce que tu as une exposition médiatique, parce que tu as un habillage marketing qui est très très intéressant. Moi, Donc il y a on des s'en rend sommes pas compte d'argent. parce que pour moi, c'est un sport de niche, mais c'est pas un sport grand public. Et, mais effectivement, c'est un sport de spectacle, par contre. Beaucoup plus spectaculaire qu'un sport comme le golf, qui est un sport d'élite. Et puis aussi, il y a une question il y a des sports qui sont plus facilement retranscriptibles à la télé que d'autres. Et évidemment, ça va être plus sympa de regarder. Honnêtement, c'est plus sympa de regarder un match enfin un match, quel qu'il soit, un combat, que un parcours de golf en 18 trous. Où, c'est soit tu vois le type qui tire, soit tu vois le trou. Mais tu ne peux pas voir les deux sauf à découper l'écran. C'est exactement ça. Et ça va dépendre aussi, si tu veux, quand on parle d'argent qui circule, ça va dépendre de l'image qui veut être véhiculée. Euh,
travaillant pour une association financée par un groupe bancaire, l'image véhiculée par le sportif qui vont soutenir. Si je prends pour ma zone les deux sportifs soutenus, nous avons Loïc Vergniaud en paralympique qui fait du cyclisme, Mm. donc des valeurs, on va dire, de résilience, d'effort, Surtout dans le d'humilité paralympisme en plus. surtout dans le paralympique. Mm. Et nous avons Angèle Hugues, qui, elle, est kayakiste et qui a des valeurs aussi de travail, mais avec aussi des valeurs un peu environnementales, puisque les banques sont très orientées RSE. Donc, si tu veux, d'avoir aussi des sports liés à la nature est quelque chose d'important. Mm. Donc, ça va dépendre de l'image qui va être transcrite. Mm. Les sommes d'argent, par contre, bien entendu, sont moins élevées qu'un sport de combat qui va passer en pay-per-view et sur lequel le Un sport combattant de va course toucher un pourcentage. automobile. Voilà, je pensais à ça, Exactement. on n'a pas du tout parlé, mais tu parlais d'environnement, je fais oui, oui, c'est vrai qu'il y a des, il y a des disciplines qui ne sont pas du tout très, très environnement friendly. Mais ok, c'est un Ça monde t'en, très ça t'en complexe. cou- c'est complexe. Ouais, C'est un sujet qui non, est mais très, très, très intéressant. on peut pas réduire en plus. La situation d'un footballeur va être très différente de celle d'un kayakiste, qui va être différente de celle d'un combattant, qui va être différente de celle d'un tennisman. Il y a le sport co, il y a le sport individuel, il y a la discipline, il y a la culture du sport, il y a la culture familiale. Donc Il y a effectivement, juste un truc, Delphine, parce que là, tu me fais penser en réaction et ça peut alimenter juste notre échange. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que plus les sommes d'argent sont importantes, plus lorsque la situation se dégrade, ça sera important. C'est un levier qu'on ouais. retrouve aussi dans le grand public. Quelqu'un qui perçoit peu de revenus, s'il part dans une situation financière compliquée, si la chose est prise à la source, on peut rectifier le tir. Lorsqu'on est, si on prend l'exemple extrême pour notre pays d'un footballeur international qui commence à faire n'importe quoi en termes de placement et de gestion, c'est irrécupérable parce que les sommes investies sont tellement importantes que les impacts vont être incommensurables. Hmm. Donc je dirais que l'élément qu'il faut avoir en tête, sachant que certains clubs se structurent aussi. Je pense à l'Olympique lyonnais, que je connais un petit peu, Mais qui c'est au se niveau des structure. clubs, c'est pas au niveau des. Est-ce que des fois Mais c'est au niveau des fédés ou c'est c'est plus, rarement au niveau des fédés? si tu veux, tu as des clubs qui se structurent en mettant des structures d'accompagnement sur les centres de formation, sur l'aspect détection, on va dire, euh, des situations qui se dégradent. Par Ouais. exemple, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un kiné d'un club professionnel de foot qui me disait, ils ont, par exemple, sur les plus jeunes, sur le centre de formation des 14-15 ans, qui commencent déjà à percevoir des revenus, hein, une personne qui est uniquement là pour contrôler les comptes bancaires. Alors, moi, banquier, ça me fait un petit Oui, peu bizarre, hein, tu vois. d'accord. J'ai pas bien compris s'il y avait une procuration qui était donnée à ce monsieur, mais enfin, en tout cas, il a un regard et ils ont des signaux d'alerte lorsque le gamin commence à faire n'importe quoi. Alors, tu vois, on touche sur des trucs pour moi en tant que financier, ça me fait un peu bizarre, mais ils ont quand même conscience un petit peu du souci. En même temps, faut pas se voiler la face. On s'intéresse dans notre société aux gens tant qu'ils sont productifs. Quand ils le sont moins, on les plaint un petit peu au début et puis après, on s'en occupe plus forcément. Et lorsque tu parlais de sportifs qui se sont retrouvés dans des situations financières dramatiques, l'environnement n'était plus présent. Souvent, les gens étaient livrés à eux-mêmes, étaient très très seuls. Par rapport à ça, j'interviens au mois de mars sur Paris auprès d'une structure associative qui s'appelle les Olympiens, qui regroupe les anciens sportifs olympiques qui sont en situation de réinsertion. Donc, je vais avoir une intervention sur cette thématique de l'après, de la Hmm. reconversion, de l'accompagnement. Donc là, on va être plus sur du curatif, de voir comment on peut accompagner des sportifs qui n'ont peut-être pas pris le virage au moment où ils auraient dû le faire, mais tu vois, ça vit par des structures associatives qui font cette initiative. Il y a pas forcément des structures dédiées en disant ça a été nos athlètes qui nous ont fait rêver et on s'intéresse à eux après. On est dans une société qui va très vite hein, en termes de médias et de Ouais, mais communication. tu vois, tu parlais du foot. La particularité du foot, c'est que les jeunes gagnent de l'argent très jeunes et on se rend pas compte. Mais un jeune de 15 ans qui gagne 1 000 euros,
Moi, je gagnais pas 1 000 € à 15 ans. Le problème, Delphine, c'est qu'ils gagnent pas 1000, ils gagnent 3000. Alors, je pensais que ça attendait 17 ans pour gagner 3 000. Alors, Mais la problématique, c'est que ça, c'est des salaires que moi, j'ai touchés à 3 000 €. C'est des salaires que j'ai touchés à 30 ans. Et moi qui m'intéresse beaucoup au développement de l'être humain, de l'enfant en ce moment, du fait de la grossesse, euh, c'est vrai qu'il y a des connexions, notamment la partie du cerveau qui gère qui régule la gestion émotionnelle. On dit qu'elle est mature à 30 ans. Donc effectivement, on peut facilement comprendre que quand on touche à 15 ans des sommes que la plupart des gens soit ne gagneront jamais dans leur vie, soit gagnent à 25, 30 ou 35 ans, euh, ce soit très déstabilisant. Et puis à cet âge-là, en plus, en centre de formation, on n'a rien à payer, donc c'est de l'argent de poche pur, avec zéro notion d'investissement, d'avenir. Voilà, parler à ces jeunes-là de leur après-carrière, c'est comme parler à un jeune étudiant de retraite. Ça n'a pas de sens. Enfin, il va y avoir 1% ou 2% des jeunes qui vont se sentir concernés par la préparation de leur retraite. et puis Donc voilà. souvent, si tu veux, ils font vivre quelquefois une famille. Mmh. Avec ses revenus. Et lorsque tu as un sportif qui est jeune, tu as une notion d'invincibilité, tu as une notion d'immortalité. Ouais. Donc l'après est très compliqué. Donc si tu n'as pas le levier avec l'environnement familial, tu l'as pas forcément avec le jeune. Mais on revient, si tu veux, après sur les mêmes codes et les mêmes typologies que nous avions sur le début de notre entretien, sur les missions locales avec les 17-25 ans. Tu Mmh. retrouves les mêmes leviers, c'est-à-dire que le jeune footballeur, il rêve devant des influenceurs, puisque lui-même, il a son petit compte TikTok et il génère des vues. Pour des professionnels comme toi ou moi, on sait la difficulté que c'est de générer des vues avec du Oui. contenu travaillé. Ouais. Euh, et souvent, avec les jeunes, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous savez, quand je fais une publication sur LinkedIn avec un article, lorsque je suis regardé 400 ou 500 fois, je suis super content. Ouais. Mais à leur échelle, ça ne représente rien parce Mmh. qu'ils vont prendre une vidéo d'un chat qui fait des pirouettes et ça va générer 10 000 vues. Donc c'est redonner du sens à ce qu'on disait, cette notion de travail, cette notion de contenu, et ça c'est difficile, mais on va garder espoir. Et ben, j'ai envie de m'arrêter sur ça. Non, ce que je retiens sur cette partie des sportifs de haut niveau, euh, c'est que du sur-mesure, on est dans la dentelle. Un peu finalement comme avec les publics précaires dont on parlait au début, il y a quand même ce dénominateur commun. Euh, on, on... Et je trouve que tu as une posture bienveillante, tu te gardes bien de te dire j'ai des solutions toutes faites. Il y a des choses voilà, je sais des choses et je sais que si je vous les transmets, elles vous seront utiles. Mais j'ai pas la prétention de dire à quiconque que en faisant ça, ça et ça va régler leurs problèmes, que j'ai tout compris à leur situation et que voilà, ça va être réglé en un temps record. Mais ouais, c'est de la dentelle, c'est du sur-mesure et l'envers du décor est pas toujours très très reluisant quand on est voilà, on a vaguement parlé de ce qui se passait après la carrière voilà, honnêtement, c'est dans le foot, mais je pense que dans beaucoup de sports, c'est le cas. Déjà, dans des sports qui ne sont pas des sports majeurs, il y a quand même peu d'athlètes qui émergent. Et ensuite, on reparlait du tennis tout à l'heure, mais je crois que si t'es pas dans le top 100 ou 50 mondial, globalement, tu seras jamais concerné par des masses d'argent à gérer, quoi. On sera toujours dans Non, une gestion de carrière, on sera toujours dans je vais au mieux utiliser mes ressources pour que ça me permette de pouvoir faire le prochain tournoi et celui d'après. mais tu sais, dans ce que tu dis, si on prend l'exemple du tennis, il est quelquefois préférable d'avoir euh, un joueur français dans le top 20 avec la tête sur les épaules, qui avec son nom va pouvoir ouvrir son académie et vivre correctement de son art quasiment toute sa vie de l'après, Mm. que d'avoir un joueur qui va intégrer le top 5 et qui va se blesser au bout de 2 ans.
et qui aura tout claqué et qui se retrouvera avec des dettes proportionnées aux revenus qu'il a générés le temps de son activité. Je prends des schémas un petit peu extrêmes, mais le sport peut être un levier très intéressant parce que ça amène une exposition, ça amène une renommée. Et sur certains métiers, comme le tennis, comme le golf, les gens peuvent très bien en vivre a posteriori s'ils l'ont préparé correctement. Tu évoquais simplement sur le tennis, et j'en terminerai par là, presque le premier levier qu'on voit sur les sports qui génèrent beaucoup d'argent et qui met les sportifs dans des situations compliquées, c'est le divorce. C'est le divorce Mm. parce que c'est des Je l'ai personnes beaucoup vu sur publiques. Google hier. Ouais, Ouais. c'est sûr, c'est des personnes publiques, c'est des personnes qui sont, euh, on va dire, recherchées. Mais toutes les personnes célèbres, en fait, on en revient à que ce soit des sportifs ou des personnes qui sont médiatiquement exposées, hein, effectivement, les entrepreneurs, c'est pareil, surtout, enfin, parce qu'on en parle moins, surtout ils s'appellent pas Jeff Bezos et que le monde entier ne connaît pas leur nom. Mais là où il y a soit de l'exposition, soit de l'argent, il y a effectivement des situations qui peuvent mettre sur la paille, et notamment le divorce, tout à fait. Tu vois, le contrat de mariage ou l'aspect du régime matrimonial, moi, c'est quelque chose sur lequel j'interviens dans le cadre de mes activités auprès des professionnels. C'est des choses culturellement en France qu'on aborde peu, Mm. alors que les anglo-saxons l'abordent systématiquement. Je parle Mm. sur les personnes connues. Ouais. Presque le contrat de mariage définit le divorce Mm. avant qu'il arrive. Je dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais par contre, la plupart des gens n'anticipent pas forcément ce schéma, alors que lorsque tu arrives avec un patrimoine personnel, c'est peut-être bon un petit peu d'y réfléchir pour l'après. Bon, l'idée en tout cas, c'était ni de les plaindre, ni de dire que leur vie est formidable et magnifique. C'est juste qu'il y a un envers du décor, que cet envers du décor, il est tabou, qu'on n'en parle pas, qu'il y a des réalités qui sont complexes, notamment sur les sportifs de haut niveau, et que c'est intéressant de mettre un éclairage là-dessus. Même moi, en fait, j'étais loin de me rendre compte de toutes les problématiques auxquelles étaient confrontés des athlètes des problématiques financières complexes avec un degré d'éducation en face qui est totalement décorrélé. Et effectivement, bah là, on a un cocktail explosif et on voit qu'il est tellement explosif qu'on a la moitié des athlètes qui potentiellement sont ruinés après carrière. Et ça, c'est quand même une situation qui est dramatique, peu importe ce qu'ils ont gagné pendant leur carrière. Merci Yael. Je t'en prie, Delphine, J'étais ravie d'avoir cet échange avec toi. de même. T'as pas d'une activité publique, mais tu disais que sur LinkedIn, tu publiais des choses régulièrement. Donc, c'est l'endroit où, si on a envie d'en savoir Si un tu petit peu plus veux, sur ce non, que mais tu tu vas fais, voir ma c'est chaîne là. YouTube. J'interviens comme chroniqueur éco sur la télé locale stéphanoise. Si tu tapes sur ma chaîne YouTube, tu auras toutes les vidéos qui sont hébergées. Là, le dernier webinaire que j'ai fait avant de me faire opérer il y a un mois, c'était sur l'assurance vie. Donc, tu vois, des thématiques un peu autres et le mandat de gestion. Donc, tu me verras dans un autre schéma. Un autre Euh, registre, ouais. voilà, tu me verras aussi sur beaucoup de sujets éco, sur l'impact sociétal, enfin l'impact économique sur la société. Donc Mhm. j'interviens à peu près une fois par mois avec eux à la télé. Ok. Et puis pour les banques en fonction des demandes. Donc tout ça, je l'héberge sur ma chaîne YouTube, t'as tout. Et puis le prochain truc que j'ai, c'est sur Paris, puisque c'est le webinaire avec les athlètes. Là, c'est pour la Fédération nationale des caisses d'épargne et pour le groupe BPCE. Donc c'est un truc qu'ils vont le publier sur les professionnels. Ça va faire à peu près 60 ou 80 000, je crois, professionnels. Ça sera interne. Et puis voilà. Donc mais ça, tu vois, c'est des démarches volontaires sur le truc de chroniqueur éco parce que ça faisait pas partie de mon mandat Mhm. euh, de professionnel initial. C'est des choses que j'ai développées parce que ça m'amuse et j'aime bien. Et puis surtout, ça me permet après de choisir les partenaires avec lesquels je bosse. Ouais. Et ça, c'est un confort énorme dans ma vie. Quand ça me gonfle, je dis non. Et puis, si ça me plaît, je dis oui. Bah, Donc ça, toi c'est aussi alors, toi aussi t'as envie de travailler que pour te faire plaisir. Donc vous tapez Yael Schmidt sur YouTube et vous retrouvez Yael. Merci beaucoup à toi. ok. Ben, je te remercie, Delphine. Et puis, ben, bonne continuation. Et puis, si tu as envie Merci. de nouveau échanger, tu sais me trouver. Et aux auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir, Delphine.
Merci à tous les warriors qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous le savez depuis le temps, mais si vous êtes arrivés jusque-là, je ne peux pas vous laisser repartir sans vous encourager à prendre quelques minutes supplémentaires pour noter avec un papier ou un crayon ou juste dans votre tête ce que vous retenez de cet épisode et des 1h30, plus d'1h30, quasiment 2 heures qu'on vient de passer ensemble. Pour ma part, je retiens notamment qu'un système très protecteur comme le nôtre en France n'a pas que des vertus. L'ultra-protectionnisme des citoyens engendre aussi une sorte d'attentisme ou en tout cas une moindre débrouillardise des citoyens ou une moindre volonté de trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir parce que ces ressources sont en partie fournies par l'État. Et ça ne touche pas que les populations les plus fragiles, je pense que cette mentalité est imprégnée dans toute la société, y compris chez moi. On ne peut pas avoir l'ultra-protection sans avoir aussi ses revers. On s'en rend compte notamment avec toutes les hausses qu'on a subies avec l'inflation, avec l'essence, avec le gaz, avec l'électricité et les différents boucliers tarifaires qui ont été mis en place avec l'État. Et effectivement, le premier réflexe de la population, c'est comment l'État va-t-il nous protéger avant de dire comment est-ce qu'on va faire et comment est-ce que peut-être notre épargne servirait-elle à ça après tout. Voilà en tout cas pour aujourd'hui. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.